Allô le monde? Est-ce que vous m'entendez? Ici Kaishin, le théoricien. Le message que je m'apprête à vous transmettre va très certainement vous surprendre, mais il révèle la vérité sur toute la fin de One Piece. À l'heure où j'enregistre cette vidéo, nous sommes le 6 août 2024 et le chapitre 1122 vient de sortir. Des gens tenteront sûrement de me faire taire durant cette vidéo, mais que ce soit sur le rôle de Shanks, Barbe Noire, Emu, Joy Boy, la position de l'Octel, l'histoire du siècle oublié, la bataille finale, je vous révélerai absolument tout. Et bien évidemment, je vous révélerai ce qu'est le One Piece. Petite interruption du futur, bien que pour vous cela sera toujours le passé de plusieurs semaines. Nous sommes à l'heure où je parle le 19 juillet 2025. Le chapitre 1155 sort demain. Et je vais faire un ajout sur la fin d'Elbaf, non traité originellement, ainsi que pour changer ma théorie sur l'homme à la cicatrice de feu. Seuls ces deux éléments changeront de ma vidéo initiale. Et si vous ne me croyez pas, je vous laisse le lien non référencé de la vidéo originelle, datant bien du 25 septembre 2024, en description. Chapitre 1. L'après-Egghead. L'incident d'Egghead. Étrangement, nous n'avons pas eu de conclusion réelle à l'incident d'Egghead. Nous savons juste que Luffy est accusé du meurtre de Vegapunk via le journal lu par Robin. Mais nous n'avons pas eu la réaction du monde suite à ces révélations. D'autant plus qu'il y a eu aussi la mort de Saturne. Le narrateur nous avait dit que l'incident d'Egghead allait chambouler le monde. Mais nous n'en avons pas vu l'ampleur, les conséquences, ni même une conclusion par ce même narrateur. Non, au lieu de ça, nous sommes directement passés à Elbaf, se déroulant 2 jours plus tard via une ellipse. Ce qui veut dire que l'incident d'Egghead n'est toujours pas clôturé, et que nous en sommes à sa conclusion, ici, sur Elbaf. Elbaf et la chute de Luffy. À peine arrivé à Elbaf, Luffy et les Mugiwara se retrouvent donc confrontés à l'antagoniste final du manga. Enfin, en quelque sorte, vu que Mu n'est en réalité pas présente physiquement. On a donc ici une sorte d'introduction où Oda va montrer sa toute-puissance. Mais cela ne sert à rien de vraiment développer le passé. Alors je vais commencer par la conclusion. Luffy va se rendre pour sauver Elbaf. Folie, me diriez-vous. Luffy ne se rendra jamais. Il combattra jusqu'au bout. Mais Oda n'avait jusqu'alors jamais montré un protagoniste de son œuvre se rendre. Et pourtant, ici à Elbaf, il l'a fait 2 fois. Et pas par n'importe qui. Par Scooper Gaban, le numéro 3 de l'équipage du roi des pirates, le bras gauche de Goldie Roger. Si la première fois n'était qu'une blague, la deuxième, elle, était obligatoire face à une menace telle que Gaban n'avait pas le choix, sous peine de voir son fils Koron se faire tuer par Gunko. Ainsi, Oda nous montre que la reddition face à une menace écrasante est possible dans One Piece. Et ce, peu importe son niveau. Et c'est ce qui arrivera à la fin de l'arc. Mais cette fois-ci non pas par Gaban, mais par Luffy lui-même. Mais qu'est-ce qui pourrait pousser Luffy à se rendre? Quelle menace pourrait faire plier Luffy, lui qui ne se rend jamais? Eh bien cette menace ne sera nulle autre que l'arme antique Uranus. Nous savons que Mu a testé Uranus à Lulusia, provoquant sa destruction totale, ne laissant qu'un trou béant dans l'océan. Et il est clair que malgré le fait que Mu soit mentalement présente, les Mugiwara ainsi que les géants vont devoir s'en sortir face à ses pouvoirs. Ou du moins, face à la partie des pouvoirs que Mu nous a présenté actuellement, le Domi Reversi. Mais face à la grande résistance des géants, aidés par les Mugiwara pour contrer son pouvoir, Mu comprendra qu'elle ne pourra pas soumettre les géants. Et c'est ainsi, quand tout le monde pensera que la situation se retourne contre Mu, qu'un cercle d'invocation géant apparaîtra dans le ciel et une chose énorme en sortira. Une chose contre qui rien ni personne ne pourra s'opposer. L'arme qui fut utilisée à Lulusia. L'arme contrôlée par Inu, Uranus. Cette menace sera telle qu'elle fera voir le désespoir dans les yeux de tous les géants. Bien sûr, il y a peu de chances que l'arme soit totalement fonctionnelle, vu qu'elle ne possède pas encore Mother Flame. Mais il se peut que ce soit suffisant pour brûler l'arbre d'Adam, là où repose Elbaf, le feu étant dit comme son point faible. Ainsi, que ce soit avec le retour de Shamrock, ou par la présence même d'Imu à travers Gunko, ou même les deux, l'arme apparaîtra telle une étoile de la mort, annonçant une destruction totale de tout ce qui vit sur Elbaf. Et tout comme Gaban a vu la mort de Koron, ou encore comme Shanks voyant la destruction de sa flotte par Kid, Luffy verra grâce à son acquis de l'observation l'effroyable attaque d'Uranus, rasant Elbaf. Face à cette menace contre laquelle Luffy ne pourra pas lutter, et confronté à un ultimatum posé aux géants, celui de devoir se soumettre au gouvernement mondial et de capturer Luffy, sous peine d'être rasé, alors Luffy se rendra. Il se rendra afin d'éviter un choix difficile à ses amis géants, mais aussi pour éviter qu'Elbaf et tous ses habitants ne soient rasés de la surface de la Terre. Il choisira donc le sacrifice personnel plutôt que la mort certaine de tout un peuple. Et évidemment, si Luffy se rend,
Les Mugiwara en feront de même, et ils finiront donc tous capturés par le gouvernement mondial. Et c'est de cette façon qu'Elbaf se conclura pour nous mener à la fin de l'incident d'Egghead. La fin d'Elbaf et de l'incident d'Egghead. Comme dit précédemment, l'incident d'Egghead n'a pas vu de réelle conclusion face à la mort de Saturne. Et c'est là qu'entre en jeu Elbaf et la capture de Luffy. Le gouvernement mondial, via le journal de Morgan, annoncera en grandes lettres que Monkey D. Luffy, l'assassin de Vegapunk, mais également l'assassin du doyen Saturne, a été capturé. Et c'est cette annonce de la mort de Saturne, tué par Luffy, ainsi que sa capture, qui provoquera un chamboulement mondial annoncé par le narrateur au début d'Egghead. De plus, la flotte du gouvernement présent à Egghead, qui représentait en tout un peu plus d'un tiers des forces de Marineford, n'a pas réellement servi durant cet arc, ce qui est un peu étrange, mais c'est bien après Elbaf qu'elle trouvera tout son sens. Cette flotte, renforcée par l'arrivée d'éléments supplémentaires, comme pourraient l'être Smoker ou Aramaki et d'autres, viendrait récupérer Luffy et son équipage, car n'ayant pas la marque des abysses, il faudra bien les transporter par la voie maritime jusqu'à New Marineford afin de les exécuter. Et c'est à ce moment-là qu'un nouvel incident aura lieu, l'incident de la flotte des Mugiwara. L'incident de la flotte des Mugiwara, la chute de l'équilibre des pouvoirs. Alors que Luffy et les Mugiwara se voient conduire vers New Marineford en vue de leur exécution, des gens interviendront, des personnes qu'on connaît très bien, qui ont été annoncées au chapitre 800 comme ceux qui causeront un incident sans précédent. Et oui, je parle bel et bien de la flotte des Mugiwara. En effet, Ajrudin, capitaine du nouvel équipage des géants, est présent à Elbaf et assistera donc au sacrifice de Luffy. Il contactera donc tous les capitaines de la flotte. Et c'est comme ça que toute la flotte de Luffy se mettra en route avant même que l'annonce de la capture de ce dernier soit annoncée. De plus, lorsque l'annonce de la capture de Luffy apparaîtra dans les journaux, le lendemain, deux autres personnages partiront également. Mais j'y reviendrai. Smoker se rendra à la cellule de Luffy et lui demandera si c'est bien lui qui a tué Saturne et Vegapunk. Bien sûr, il répondra que non, qu'il n'a tué personne. Et bien sûr, Smoker saura qu'il dit la vérité. Et c'est donc lors de cette escorte en pleine mer que la flotte de Luffy interviendra. Et dans la confusion de l'attaque, un homme libérera les Mugiwara. Cet homme ne sera donc nul autre que Smoker, le chevalier blanc. Sûrement le marine le plus juste, refusant que Luffy soit accusé à tort d'un crime qu'il n'aurait pas commis. Suite à cette libération, Smoker finira par se rallier aux Mugiwara, reniant son statut de marine, afin de les aider, afin que la justice, la vérité triomphe. Durant cette bataille, deux personnages feront également leur apparition, surgissant tout comme Jinbe avant eux à Onigashima. L'une détruisant les gouvernails des navires de la marine, comme à Whole Cake Island, et l'autre tranchant les autres bateaux avec ses sabres de feu. Et oui, je parle bien de Carrot et Kinemon. On apprendra que Carrot a quitté Zou grâce à une Rumble Sulong, laissant la gouvernance durant son absence à Wanda afin de suivre la volonté de Pedro. Et le second, redevable envers les Mugiwara, partira comme il l'avait fait pour retrouver Momo à Punk Hazard, afin d'éponger sa dette et respecter la volonté d'Oden. C'est donc de cette manière que l'affrontement entre l'équipage de Luffy, aidé de Carrot, Kinemon et Smoker, et de la flotte, faisant face à plus d'un tiers de la puissance du gouvernement mondial, symbolisera la bataille de l'équilibre des pouvoirs. Et c'est durant cette bataille que l'équilibre des pouvoirs, annoncé comme un des piliers du monde, tombera des mains même de Luffy et de sa flotte. Suite à cette défaite, annoncée partout à travers le monde, le gouvernement mondial se trouvera dans une situation délicate. Ils seront les grands perdants de l'incident d'Egghead et de l'incident de la flotte des Mugiwara. Et même si Mother Flame et York ont été récupérés, ils auront perdu gros, la confiance du peuple. Pire, ils seront désormais sûrement craints par une partie et désavoués par une autre. Ils vont donc, afin de contrebalancer, devoir réaffirmer leur puissance, leur autorité au monde. Et pour ça, il faudra donc qu'un autre empereur tombe. Et cet empereur ne sera nul autre que Baggy le clown. En effet, la Cross Guild menace les marines et ont vite gagné en renommée, faisant office d'anti-marine avec leurs primes. Ils seront donc la cible idéale pour le gouvernement mondial et la marine afin de rétablir un peu leur honneur perdu grâce à Akainu. Luffy et les Mugiwara auront récupéré le Sunny ramené par Ajrudin. L'intégration de Carrot et Kinemon sera confirmée. Smoker, ayant trahi la marine, se verra contacté par Tashigi et le G5. Ils s'inquiéteront de son sort, mais Smoker leur dira de ne pas s'inquiéter, qu'il s'en sortira, tout en confiant le G5 à Tashigi. Et c'est là que le G5 suppliera Luffy de prendre soin de Smoker, faisant de lui le dernier Mugiwara officiel. Enfin, avec son équipage au complet, Luffy finira par reprendre son chemin. Mais vers où? L'homme à la cicatrice de feu.
Ce mystérieux personnage suscite, depuis le chapitre 1056 où il est cité pour la première fois par Kid, beaucoup d'interrogations et de théories. Au chapitre 1081, Barbe Noire nous révélera que celui-ci aurait le dernier Red Poneglyph. Et Lafitte ajoutera qu'il a un navire entièrement noir et serait protégé par des tourbillons. Nous recherchons donc un homme qui cache son identité, avec une brûlure visible permettant de l'identifier, d'où il tire son épithète, un navire noir et des tourbillons. Dans ma première version, beaucoup d'éléments me laissaient penser que c'était Aguardis Soro. Mais force est de constater que cet élément n'est pas juste. L'homme à la cicatrice de feu est donc Scooper Gaban. Sa cicatrice ne laisse pas trop de doute. Le fait qu'il soit appelé Iya, et pas Scooper Gaban, peut montrer son intérêt à cacher son identité. De plus, Scooper dira à Luffy « Si Elbaf est sauf au moment où vous quittez cette île, revenez me voir ». Ce qui à mon sens nous confirme que c'est bien et bien lui qui possède le dernier Rod Poneglyph. Ainsi, le navire noir pourrait être l'Oro Jackson, entièrement peint en noir. Et la chose qui provoquerait les tourbillons serait un monstre marin. Un monstre marin issu de l'œuf de Roger. Quant à savoir à quoi ressemble le monstre marin en question, eh bien je vous donnerai la réponse un peu plus loin dans cette vidéo. Ainsi, afin d'obtenir le dernier Rod Poneglyph, Luffy se dirigera donc, grâce à une vive carte donnée par Ajrudin, vers Gaban, qui aura été forcé de quitter Elbaf. Mais à côté de ça, une autre personne va obtenir quelque chose de très important. Barbe Noire va obtenir Pluton. Voilà, nous pouvons maintenant retourner dans le passé sur l'enregistrement du 6 août 2024, uploadé le 25 septembre 2024. Caribou et Pluton. Au début de Wano, je pensais qu'Orochi serait le serpent de ma théorie sur les derniers membres de l'équipage de Barbe Noire. Mais ce dernier est mort durant l'arc. J'ai donc cherché quel personnage pourrait correspondre, et je me suis vite dit que ce serait sûrement Caribou et les informations qu'il possède. Ce choix a été payant, vu qu'au chapitre 1107, Caribou rencontre Devon et Augur afin de leur demander de rejoindre Barbe Noire. Caribou est clairement lié au serpent, ses mains toujours cachées, sa longue langue et son pouvoir tel un serpent constricteur géant en sont de claires références. De plus, son épithète, Nuregami, cheveux humides, peut faire référence au serpent Nureona, femme humide, dont les traits physiques sont comparables à ceux de Caribou. Ce qui confirme pour moi qu'il sera le membre de l'équipage de Teach qu'il manquait. Comme le dit Caribou à Devon et Augur, il possède des informations précieuses sur deux des trois armes antiques, Poséidon et Pluton, ce qui donnera à Barbe Noire un avantage non négligeable dans son rôle de Némésis de Luffy. Viser Poséidon ne serait pas pertinent de par sa position, loin de la ruche et sous l'eau. Et deuxièmement, Shirahoshi a une volonté propre, ce qui fait qu'elle pourrait utiliser son pouvoir contre Barbe Noire. Alors que Pluton est à Wano, juste à côté d'eux, et c'est un navire de guerre. Et il se trouve que Barbe Noire cherchait bel et bien un navire de guerre. Et quand bien même Pluton serait enfermé sous terre, cela ne pose aucun problème, car Teach a avec lui quelqu'un dont le pouvoir lui permettra de sortir Pluton hors de Wano sans la moindre difficulté. Van Augur est son fruit du démon de la téléportation. Ainsi, Barbe Noire va récupérer Pluton, et cela confirmera encore plus les liens entre la mythologie hindoue et One Piece, dont je vous parlais dans ma vidéo sur les armes antiques et les armes célestes de ce mythe, où Brahma et son arme Brahmastra faisaient directement référence à Pluton, Brahma étant représenté avec 3 têtes, tout comme le drapeau de Barbe Noire, mais aussi les liens entre la mythologie nordique et One Piece, où les géants des glaces que représente l'équipage de Barbe Noire arrivant à bord d'un bateau légendaire, Nalfa, pour le Ragnarok. Et on sait que les armes antiques sont au cœur de la guerre finale de One Piece. Mais c'est quelque chose dont je vous parlais déjà il y a bien longtemps. Ainsi, Barbe Noire deviendra un des personnages les plus dangereux de ce monde. Mais il est clair que certaines personnes tenteront donc de l'arrêter. Et une de ces personnes ne sera autre que Kuzan. Kuzan, il m'aura annoncé. Kuzan est actuellement un membre de l'équipage de Teach. Mais tout porte à croire qu'il n'est là que par manigance. À la fin de Punk Hazard, Kuzan est venu sauver Smoker et dira ceci. Le gouvernement mondial n'a jamais été mon idéal. Il y a tant de choses que l'on peut faire. Ainsi, il est clair que Kuzan œuvre encore pour sa justice. Teach n'est clairement pas compatible avec la justice de Kuzan. Donc, que fait Kuzan avec Barbe Noire? C'est illogique. Sauf si on comprend que Kuzan se rapproche de Teach le plus possible pour mieux le surveiller et, au pire, le stopper. En effet, on sait que Kuzan peut agir avec des coups d'avance, comme lorsqu'il a faussement attaqué Zoro, le faisant croire mort durant Ohara. Et son combat contre Garp sonne de la même manière. Alors oui, Garp n'était peut-être pas au courant de ce que voulait faire Kuzan, mais en échangeant leurs coups, Garp a sûrement compris. Au final, à travers ce combat, d'un côté tout le monde a pu être sauvé de la ruche, et de l'autre, Kuzan a gagné la confiance de tout le monde. Une confiance qui n'existait pas avant.
C'est donc un mouvement gagnant-gagnant, mais c'est bien trop propre pour ne pas être une manigance afin de lever les suspicions de Teach et de son équipage à son égard. Et le fait que maintenant il ait la confiance de l'équipage lui donne un avantage clair sur le moment où il agira, car il agira. Il agira quand Teach deviendra trop dangereux. Mais cela ne fera sûrement au mieux que ralentir Teach dans ses plans, car il est clair que Kuzan terminera sa route lors de cet affrontement. Kuzan remplit malheureusement tous les critères d'une future mort. En effet, avant de tuer un personnage, Oda suit un schéma, où le personnage transmet sa volonté. Et c'est le cas pour Kuzan, il a transmis sa volonté à Smoker. De plus, Teach étant le némésis de Luffy, et au vu des événements qui se déroulent pour Luffy, il faudra à Teach plusieurs faits d'armes afin de garder son avance sur ce dernier, et donner ainsi de l'importance à leur combat. Pour autant, ne vous attendez pas à voir ce duel, car tout comme Law ou Ace, le combat sera clairement ellipsé, et nous ne verrons sûrement que le début, et au meilleur des cas, la fin du combat, et donc la mort de Kuzan en flashback. Le but étant évidemment de garder la puissance de Teach et ses techniques pour le moment où il affrontera Luffy. Mais Kuzan ne sera que la première victime de l'ascension finale de Teach, car il y a un autre personnage avec qui il est étroitement lié et qui jouera un rôle central dans les prochains événements qui risquent de se mettre sur sa route. Shanks le Roux. Chapitre 2. Le rôle de Shanks. L'homme qui lança l'aventure de Monkey D. Luffy. Roger et certains membres de son équipage ont par leur localisation et leurs actions guidé les pirates vers le Nouveau Monde, à la recherche du One Piece, à la découverte de Locktail, dans l'espoir qu'un jour, le futur roi des pirates, l'héritier de Joy Boy, arrive et libère le monde. Mais il est clair que parmi tous, celui qui a été le plus déterminant par ses actions, son sacrifice et à la fois les mystères qui l'entourent et l'attente qu'il suscite auprès des fans, n'est autre que Shanks le Roux. Si Crocus est à l'entrée de Grand Line, Riley au milieu, il y a donc de fortes chances que la vraie position de Shanks dans le cheminement du futur roi des pirates soit Roadstar, ayant donc le rôle de dernier rempart avant Locktail. Un mur infranchissable qui ne laisserait passer que celui qui est attendu. C'est d'ailleurs comme ça qu'est présenté Shanks et son équipage par la marine, un mur infranchissable. Mais au début du manga, Shanks se trouvait à East Blue. Son rôle à ce moment-là n'était donc pas d'attendre sur Roadstar. En effet, 12 ans plus tôt, Shanks déroba un fruit au gouvernement mondial, le Gomu Gomu no Mi, qui en réalité se trouvait être le Ito Ito no Mi, modèle dieu du soleil Nika. Il est évident, au vu de la réaction de ce dernier lorsqu'il découvre enfin le visage de Luffy en Nika, qu'il savait. Il savait ce qu'était réellement ce fruit, et l'ayant récupéré, il fallait donc trouver celui qui deviendrait Joy Boy, le libérateur, celui qui est attendu par le monde. À partir de là, il a rejoint East Blue, et d'après ses dires, il menait des expéditions. Il cherchait donc bien quelque chose, ou plutôt quelqu'un. Ce quelqu'un était très probablement Portgas dit Ace, l'enfant de Goldie Roger. Roger pensait lui-même d'ailleurs que ce serait son fils qui trouverait le One Piece. Shanks n'avait aucune raison d'en douter, et chercher Ace était à ce moment-là, bel et bien, la chose à faire pour lui, afin de lui remettre le fruit du démon. Roger, étant originaire d'East Blue, ayant comme information que son enfant est né là-bas, enfant que la marine a cherché dès sa naissance afin de le tuer, Shanks s'y est donc naturellement dirigé, menant des expéditions, fouillant île par île à la recherche de cet enfant dont il n'avait aucune information. Mais un jour, un garçon nommé Monkey D. Luffy mangea le fruit. Cet enfant, qui avait les mêmes paroles que Roger, mangea le fruit du libérateur. Shanks comprit donc que ce n'était pas Ace celui qu'il cherchait, mais ce drôle d'enfant, voulant devenir pirate, qu'il croisait régulièrement entre deux expéditions, un signe du destin. Il était là, sous son nez, depuis le départ. Avant que Luffy ne mange le fruit, Shanks disait qu'il lui restait encore 2 ou 3 allers-retours avant de partir d'East Blue. Cependant, dès lors que Luffy mangea le fruit, il ne reviendra finalement qu'une seule fois. Une seule fois, avant de repartir définitivement. C'était donc bien pour cette raison, pour trouver l'héritier, le successeur à Joy Boy, celui qui mangerait ce fruit, qu'il était là. Et chose étrange, ce jour-là, où il reviendra pour la dernière fois, un monstre apparaîtra à Fuchsia, marquant Luffy à tout jamais. Shanks est le monstre de Fuchsia. Est-ce vraiment le fruit du hasard, de la simple narration d'Oda, mettre un monstre là, juste pour servir son récit, créant pour certains une des plus grosses incohérences du manga, à savoir la perte du bras de Shanks face à un monstre marin. Les Zoan ont une volonté, et ça, Shanks le sait. Le fruit de Nika a choisi Luffy, il est donc l'élu. Et Shanks ne peut rien y faire, pas vrai ? Eh bien, pas exactement. S'il ne peut effectivement pas remettre en cause que le fruit l'a choisi et que de fait, Luffy est celui qui était attendu, il sait que désormais, ce dernier sera en danger. Il connaît Luffy. Luffy est têtu et rêve de devenir pirate. Il est intrépide et veut prouver qu'il est prêt. Mais Shanks, lui, sait qu'il ne peut pas encore faire face aux dangers de ce monde qui le gâteront.
à cause du fruit qu'il possède et donc de sa destinée. Luffy devait donc comprendre de lui-même qu'il n'était pas prêt, et ce, afin de grandir et de se préparer à tout ce dont il devrait affronter plus tard. Car comme le dit très bien Beckman, Shanks ne voulait pas fouler aux pieds la volonté de Luffy de devenir pirate. Le monstre marin de Fuchsia est donc, narrativement parlant, là pour faire comprendre et accepter à Luffy que le monde est plus dangereux que ce qu'il pense. Et il servira ensuite d'échelon pour montrer que Luffy est enfin prêt à prendre la mer. L'histoire pourrait bien s'arrêter là, tout n'est que scénario après tout. Shanks, qui deviendra Yonko quelques années plus tard, avec la puissance qu'on leur connaît, aurait perdu un bras face à un monstre marin random que Luffy aurait one-shot à son début d'aventure. Soit, mais permettez-moi de remettre les choses en contexte. Nous sommes sur East Blue, la mer la plus faible du monde dans un village maritime vivant de la pêche, sur l'île de Dawn. Et les bateaux vont et viennent, comme on peut voir avec Shanks. Et c'est ici, au milieu de rien, sur East Blue, qu'un monstre marin sort de nulle part, pile au moment où Luffy est kidnappé par Iguma. Si un monstre marin comme celui-ci avait élu résidence au bord de l'île depuis longtemps, il est sûr qu'il serait connu de tous. Mais Iguma est choqué, c'est la première fois qu'il le voit. Que vient faire un tel monstre dans cette zone perdue? N'est-ce pas une coïncidence? Que du scénario? Ou ne se cache-t-il pas quelque chose de beaucoup plus grand derrière toute cette histoire? Et si la soi-disant dernière expédition de Shanks avait eu justement pour but de ramener à Fuchsia le monstre de la baie, dans l'unique volonté de choquer Luffy et de laisser un obstacle que ce dernier devra franchir plus tard, le tout afin qu'il comprenne que ce n'est pas encore le moment pour lui de prendre la mer. Nous avons vu beaucoup d'îles dans One Piece, mais très peu où on y trouve des monstres marins sauvages rôdant autour. Il y en a bien sûr, comme le poisson rouge géant de Little Garden, mais Meumeu, Laboon, Surumé, les Yuda des Kujas sont donc pour la majorité des monstres apprivoisés. Est-ce le cas pour notre monstre de la baie? Pourrait-il être, comme tous les autres, un roi des mers apprivoisé par Shanks? Invraisemblable, vous me direz. Mais souvenez-vous, nous avons pu voir les aventures de Roger, son navire voguant et transportant un œuf mystérieux. Et si cet œuf n'était nul autre que l'œuf du monstre de la baie? Ne serait-ce pas là la chose la plus évidente, mais surtout cohérente, si on considère tout ce qui est dit précédemment? Shanks aurait donc élevé le monstre marin éclos de cet œuf. Puis, après avoir compris que celui qu'il cherchait, celui que Roger attendait, n'était pas en réalité Ace, mais bien Luffy, prit la mer avant de revenir une ultime fois sur Fuchsia, emmenant avec lui le monstre marin qu'il avait élevé, afin de marquer Luffy de manière indélébile, lui ordonnant de manger son bras. Un pari sur l'avenir. Et enfin, il lui confierait la garde de l'île et de Luffy. Par cette dernière action, Shanks aurait donc mis en place une sécurité afin que Luffy ne quitte pas l'île trop tôt. Le monstre devenant ainsi un obstacle que Luffy devra surmonter et qui prouvera en le franchissant qu'il est enfin prêt à prendre la mer. Ainsi Shanks, par toutes ses actions, est celui qui lança l'aventure de l'enfant destiné à devenir le roi des pirates et libérer le monde. L'héritier de Joy Boy, le guerrier libérateur, Monkey D. Luffy. Shanks, le garant de l'équilibre. Tout au long du récit, Oda nous montre Shanks intervenir à des moments clés, permettant de maintenir un certain équilibre dans le monde. Il ira dans un premier temps demander à Barbe Blanche de rappeler Ace, de ne pas le laisser affronter Barbe Noire. Shanks en est conscient. Ce combat est le début d'une ère incontrôlable qu'il a essayé de maintenir. Il empêcha ensuite Kaido de rejoindre la bataille qui allait se dérouler sur Marineford, le convainquant de rebrousser chemin. Si Kaido était arrivé à Marineford, il est clair que cela aurait changé la face du monde. Il s'interposa ensuite à Marineford, arrêtant par sa seule présence et celle de son équipage la guerre qui avait alors lieu, conclue par la mort de Barbe Blanche et Ace. Il ira ensuite parler directement avec le Gorosei au sujet d'un certain pirate. Enfin, il interviendra à Wano pour essayer de prendre de court Barbe Noire, mais finira par stopper Aramaki, encore par sa simple présence. On comprend donc que par ses actions, Shanks a toujours essayé de maintenir l'équilibre. Mais de quel équilibre parle-t-on? On parle de l'équilibre des pouvoirs, garantissant la paix relative dans le monde de One Piece. Shanks a essayé de maintenir cet équilibre à chaque fois qu'il y a eu un événement qui pouvait le faire basculer. Il essaye de retarder l'échéance afin que quand le monde sombrera, Luffy soit prêt à être la lumière dans l'obscurité du chaos. La Shank, dans une ancre, est la barre qui maintient l'équilibre et la direction quand elle coule. Elle sert également de lien entre la corde et l'ancre. Shanks est donc cet équilibre. Il maintient la direction pour arriver au point de rupture qui doit être causé par Luffy lui-même. Joy Boy, le libérateur, celui qui apportera l'aube au monde. Mais comment se fait-il que Shanks puisse avoir autant d'informations? Comment se fait-il qu'il puisse être aussi rapide pour passer du Nouveau Monde à Marineford? Comment se fait-il qu'il puisse faire figure d'autorité face à toutes les forces de la marine? Comment se fait-il qu'il puisse faire audience avec le Gorosei aussi facilement?
Shanks, le chevalier divin. À chaque fois que Shanks s'est interposé face aux amiraux, faisant preuve d'autorité, les amiraux se sont totalement écrasés. D'abord Sengoku à Marineford, puisque c'est toi. Puis Aramaki à Wano. Si pour Aramaki cela peut être expliqué par le fait qu'il est seul face à l'équipage de Shanks, Sengoku lui n'a aucune raison de faire un tel aveu de faiblesse alors qu'ils viennent d'affronter toute la flotte de Barbe Blanche sans avoir eu de grandes pertes. Toutes leurs forces sont encore là et tous les amiraux sont opérationnels. Même Akainu, qui est un vrai chien enragé face aux pirates, s'écrase aussi étrangement. Ou peut-être pas si étrange que ça. C'était là devant nos yeux, puisque c'est toi. Et qu'en est-il de sa venue chez le Gorosei? Un Gorosei totalement décontracté alors qu'ils sont censés faire face à un Yonko, leur ennemi. Et pourtant, rien. Ils sont totalement nonchalants, allant jusqu'à même faire sortir leur garde. Ce n'est pas anodin. Saint Marcus Mars dira alors: étant donné la position qui est la tienne, il serait préférable que tu ne parles pas de politique. Cette phrase est totalement étrange, non? Être un Yonko, c'est aussi faire partie de la géopolitique du monde de One Piece. Il est autant une force militaire que le garant d'un territoire. Big Mom en faisait avec son royaume, Kaido aussi en faisait avec Wano. Faire du marchandage d'armes, des échanges avec le gouvernement, etc., c'est de la politique. Cette phrase n'est donc pas logique si Shanks était simplement un Yonko. Mais s'il a un statut particulier auprès du GM, autre que son statut de Yonko, un statut qui le lie de façon très particulière au Tenryubito, alors cette phrase trouverait tout son sens ici. Mais c'est aussi cette même position qui fait que nous t'accordons du temps. Dans quel monde un Yonko principal ennemi du gouvernement mondial pourrait faire audience au Gorosei aussi facilement, à l'improviste, seul en territoire ennemi, sans le moindre risque pour lui ou pour le gouvernement mondial? C'est donc bien parce que c'est Shanks et qu'il y aurait un statut particulier qui lui serait accordé que c'est possible. Shanks et son équipage seraient donc les chevaliers divins dont parle Dragon. En effet, lors du film Red, Shanks est relié à la famille Figarland, qui est elle-même introduite avec le chef des chevaliers divins, Garling Figarland, au chapitre 1086. Avec ce film, Oda nous a aussi partagé des croquis. Un croquis de Shanks, dessiné en tant que bébé, découvert par Roger dans un coffre suite à l'incident de God Valley. Ainsi, nous avons tout pour affirmer que Shanks serait bel et bien le fils de Garling, un fils qu'il pensait mort lors de God Valley, et qui ferait donc de lui un dragon céleste. Ainsi, il est possible qu'une fois que Shanks ait obtenu une assez grande renommée, soit revenu réclamer son statut de Tenryubito. Mais étant un pirate célèbre, le gouvernement aurait donc recréé le système des chevaliers divins justement pour lui, car il ne pouvait pas être admis qu'un pirate puisse être un Tenryubito. Ainsi, Shanks aurait aux yeux du gouvernement mondial et des amiraux un double statut lui permettant d'être autant un Yonko qu'un dragon céleste, et donc d'avoir toutes les informations possibles du monde grâce à ses réseaux pirates, mais également grâce au système d'espionnage du gouvernement mondial, lui permettant ainsi de traverser Red Line facilement par Marie-Joise pour rejoindre Marineford dans des temps records, mais aussi lui donnant, par son statut de dragon céleste, autorité sur les amiraux. Et en tant que chevalier divin du gouvernement mondial, il s'efforcerait à être, dans l'ombre, celui qui protège et est garant de l'équilibre pour eux, sans s'occuper de la partie politique de leurs affaires. Ce serait donc ça, la position qui est la sienne. Bien évidemment, Shanks profite de ce statut pour servir sa cause, la cause de Roger, et les plans qu'il avait en tête. Et il serait aussi de fait, en portant le double statut, d'une part de Yonko au sommet de la piraterie et d'autre part de dragon céleste, rang le plus élevé dans le monde ayant tous les passe-droits et autorité sur la marine, l'homme qui se rapprocherait d'être, dans le monde actuel, le plus libre du monde. Ni un allié du gouvernement mondial, ni un ennemi des Yonko, bénéficiant de tous les avantages et d'aucun inconvénient des deux camps, s'assurant que l'équilibre du monde ait perduré jusqu'à maintenant, où l'héritier de Joy Boy, Luffy, l'a définitivement fait voler en éclats après Egghead. Alors oui, Shanks a attaqué le CP0 et volé le fruit de Nika, mais il est possible que cet événement soit antérieur au fait que Shanks ait réclamé son statut. Et ce serait clairement un aveu du Gorosei que ce fruit était spécial si ces derniers se servaient de cet élément pour refuser que Shanks récupère son titre. De plus, Garling, voyant son fils qu'il pensait mort revenir à lui, a clairement pu pousser pour que le gouvernement accepte qu'il soit sous son autorité directe avec un statut spécial, celui de chevalier divin, dans le but de ramener Shanks vers lui. Pour moi, les ombres sont claires. Nous avons affaire à Shanks et son équipage. Et comme le CP0, ils pourraient être affublés de masques et capes sur la Terre Sainte pour marquer leur différence avec les dragons célestes. Dragon nous indiquera que quand les chevaliers commenceront à agir, ce sera le début de la guerre. Et si, comme je le dis, ils sont bien les garants de l'équilibre, alors cela veut bien dire que s'ils agissent, c'est que la guerre pourra commencer et que leur chute précipitera les événements vers la guerre finale, vu qu'il n'y aura plus personne pour maintenir l'équilibre. Mais qui fera chuter Shanks? Quels événements conduiront à sa chute? Eh bien, d'après moi,
ce ne sera nul autre que Marshall dit Teach. Shanks le rempart face aux ténèbres et sa faiblesse. Shanks a constamment été sur le chemin de Barbe Noire. Ils se sont affrontés et Shanks fut marqué à vie, mais continue à garder un œil sur ce dernier, cherchant sans arrêt à lui barrer la route. Shanks est donc un personnage qui s'est non seulement toujours retrouvé sur le chemin de Luffy afin de l'aider à avancer, mais aussi et surtout un personnage qui a toujours voulu se retrouver sur celui de Teach, mais à contrario, pour l'empêcher d'avancer. Shanks est donc un trait d'union entre l'opposition que fait Oda entre Luffy et Barbe Noire. Mais on peut constater que Shanks n'a presque jamais vraiment cherché à confronter Teach, le laissant continuer son ascension, sauf lorsque cela pouvait concerner l'avenir de Luffy, comme à Wano. Pourquoi ? La raison est que Shanks possède une faiblesse uniquement visible face à Teach, et qui explique pourquoi il aura sûrement besoin d'une alliance pour l'affronter, mettant en parallèle l'alliance entre Garp et Roger face à Chebek. Cette faiblesse, c'est le chapitre 987 qui nous l'apporte. Dans ce chapitre, les fourreaux rouges attaquent Kaido, lui infligeant des blessures qu'en temps normal, ils n'auraient jamais dû pouvoir lui faire au vu de leur puissance. Ce qui a affaibli Kaido, à ce moment-là, c'est un souvenir d'Oden, qui a été ancré par ce dernier au plus profond de sa chair. Ce souvenir, porté par les fourreaux rouges, raviva cette douleur causée par Oden, provoquant son affaiblissement, ce qui permettra aux fourreaux rouges de le blesser. Ainsi, Oda nous dévoile un aspect des blessures inconnues dans One Piece, qui, même si elles sont refermées physiquement, peuvent rester ouvertes psychologiquement, causant à son porteur une défaillance psychologique face à celui qui lui a causé, ou à ceux qui lui feront se souvenir de ce moment-là. Mais plus qu'un aspect des blessures, nous avons sûrement ici mis en lumière une nouvelle fonction du Haki des Rois offensif. Une particularité qui peut, lors d'une attaque foudroyante, en plus de marquer physiquement son adversaire, le marquer psychologiquement. Le Haki pourrait donc s'imprégner dans les tissus et laisser une marque psychologique indélébile dans l'esprit de celui qui subit cette attaque. Ce traumatisme serait tel qu'il rend le porteur totalement vulnérable à celui qui l'a marqué ou à son souvenir, l'empêchant de pouvoir déployer toute sa puissance et de se protéger efficacement. Et c'est pourquoi Kaido se faisait aussi facilement blesser par les attaques des fourreaux rouges. Mais ici, les fourreaux rouges ne sont pas Oden, et n'ont pas sa puissance, ce qui fait que les effets sont amoindris. C'est pourquoi Kaido n'était pas impuissant face à eux et a pu les vaincre. Mais les paroles de Kaido impliquent que si ça avait été Oden, et que même si Kaido est bien plus fort qu'à l'époque, il n'aurait rien pu faire. Shanks, lui, tout comme Kaido avec Oden, a été marqué par Barbe Noire. Une blessure physique, mais qui d'après lui fait toujours mal. Cette blessure est pour moi, sans conteste, de la même nature que celle de Kaido. Une blessure traumatique que Teach a laissée dans la chair, mais surtout l'esprit de Shanks. Chose que ce dernier doit probablement savoir, ce qui expliquerait ses agissements. On peut aussi rapporter cet élément à Luffy, qui fut blessé par Akainu à Marineford, lui laissant sa cicatrice. Cicatrice qui lui fera mal lorsque Jinbei citera Akainu à la fin de l'île des hommes poissons. C'est pourquoi Shanks, conscient de cette faiblesse, fera alliance. Une alliance avec probablement un amiral. Ce serait donc là le but de sa rencontre avec le Gorosei. J'aimerais m'entretenir avec vous au sujet d'un certain pirate. Teach aura préalablement déjà tué Kuzan, et aussi certainement récupéré Pluton à Wano. Il sera donc devenu une menace qu'on ne pourra plus ignorer, une menace à supprimer. Mais ne pouvant le faire seul à cause de sa faiblesse et bénéficiant de son statut de dragon céleste et de chevalier divin, il fera audience au Gorosei afin d'obtenir une alliance avec un amiral pour pouvoir l'arrêter. Réitérant donc aux yeux du monde une alliance pirate marine comme Garp et Roger face à Chebek. Mais bien sûr ce ne sera pas suffisant, car Teach est le némésis de Luffy. Le dernier obstacle que Luffy aura à vaincre avant l'Octel. Un homme qui doit devenir une menace qui surpasse Kaido, réalisant ce que Chebek n'a pas pu réussir. Vaincre l'alliance de deux adversaires surpuissants. Fujitora et son fruit de la gravité face à la gravité des ténèbres semblent être le candidat idéal. Mais Shanks doit perdre. Il doit perdre afin de faire briller, malgré lui, le némésis de Luffy. Marshall dit Teach. Shanks, le dragon céleste, le dieu, face à Teach, le dit, l'ennemi des dieux. La boucle est bouclée pour nous deux personnages qui ont leur route sans arrêt entremêlée. Voilà le rôle final de Shanks dans One Piece. Et voilà pourquoi, malgré tout ce qu'il aura tenté, il perdra face à Barbe Noire. Défaite qui conduira inévitablement à l'affrontement de ce dernier face à Luffy. Chapitre 3. La bataille qui mènera à l'Octel. Luffy vs Teach, le combat qui déterminera le roi des pirates. Luffy et Teach sont des némésis l'un pour l'autre, de par leur introduction mais aussi par leur idéologie. L'un est prêt à tout pour arriver à ses fins le plus rapidement possible, l'autre considère que la fin n'en vaut pas la peine si l'aventure est ennuyeuse. Ils sont aussi opposés par leur pouvoir, l'un possède le fruit des ténèbres et l'autre le fruit du dieu du soleil. Et comme le dira Teach à Ace, le soleil et la nuit, il n'y aura qu'un seul vainqueur.
l'un ayant l'ancien Pluton et l'autre le Sunny, une version moderne de Pluton construite pour contrer l'ancien Pluton et son utilisation maléfique tel que le disait Franky à Enies Lobby. Et enfin, leur équipage où chaque membre se voit désigner un adversaire bien particulier par des inspirations contraires. Ainsi, Zoro, l'Ashura, le tigre, le samouraï affrontera Shiryu ou Shiryu, Shi de Shiva, opposé aux Ashura, Ryu de dragon, opposé au tigre, et inspiré de Matthew Perry qui mit fin au samouraï. Nami la sorcière affrontera Katharina Devon, comme le comté de Devon en Angleterre où fut tuée les dernières sorcières. Usopp le Tengu, signe de mauvais présages, face à Van Augure, venant des augures, prêtes, chargés d'étudier les présages. Sanji, inspiré de Vidar, dieu nordique de la colère, combattant avec ses chaussures magiques qui affronte Fenrir, le loup géant, en anglais Wolf, capable de grandir incommensurablement, tout comme San Juan Wolf. Chopper, le médecin, face à Dokyo, la maladie. Robin, l'archéologue, face à Avalo Pizarro, inspiré de Francisco Pizarro qui détruit l'Empire Inca. Franky, le Frankenstein, création de l'homme, face au fils de Dieu, Jesus Burgess. Brook, le Gashadokuro, le mort revenu à la vie, opposé au Baron Samedi, empêchant les morts de ressusciter, Lafitte. Jinbe, l'homme poisson, inspiré de Vaha, le sanglier bleu faisant remonter la terre du fond des océans, face à Vasco Shot, inspiré de Vasco de Gama, l'homme qui tentera de soumettre l'Inde et les Amorins, voulant dire souverain des mers. Carotte, le lapin, l'électricité, représentation de Thor face à Jormungand, ou Caribou, le serpent de boue, insensible à l'électricité. Kinemon, ou Hermod, le voyageur qui revient d'entre les morts, après avoir visité elle et son armée de morts face à Moria et son armée de morts vivants. Et enfin, Smoker, le chasseur blanc, la fumée tel Heimdall, le chevalier blanc, dieu originel du feu et de la justice, face à Loki, le dieu de la malice, aka César et son fruit du gaz. Ainsi, nous aurons tous les affrontements qui se dérouleront lors du combat sur Roadstar, la dernière île. Mais je vous conseille ma vidéo qui traite entièrement le sujet et est bien plus complète sur les éléments d'opposition entre les deux équipages. Finalement, ce combat aura pour rôle de désigner quel équipage sera celui du roi des pirates, celui qui pourra alors se rendre enfin sur l'Octel. Et bien sûr, ce sera bel et bien l'équipage de Monkey D. Luffy. En route pour l'Octel et All Blue. Luffy et son équipage, ayant défait l'équipage de Barbe Noire, pourront enfin se diriger vers l'Octel. Nami disposera les points donnés par les road poneglyphs sur une carte. Et là, que se passerait-il si les points donnés se trouvaient au centre des 4 mers? Eh bien, sur une carte plate, cela voudrait dire qu'il y aurait une croix qui se ferait, l'une sur Rivers Mountain et l'autre sur Marie-Jouaz. Ce qui serait théoriquement pas normal, vu que les road poneglyphs indiquent la position de l'Octel. Mais ça, c'est si nous considérons la chose en 2D, car en 3D, cela désignerait l'exact centre de la Terre. Et il se peut qu'en disposant les imprimés des 4 road poneglyphs, d'une certaine manière, un message apparaisse pour indiquer également le passage pour rejoindre l'Octel. Un passage dans Rivers Mountain, là où toutes les mers se rejoignent, mais qui ne les ferait pas non pas remonter la montagne, mais cette fois-ci descendre vers le cœur de la Terre. Un passage où la gravité s'inverse et où toutes les connaissances de courant sont nécessaires pour ne pas finir écrabouillé contre les parois. L'équipage de Luffy, après avoir traversé Grand Line, visité une île céleste et une île sous-marine, feront donc l'ultime voyage. Un voyage au centre de la Terre, vers All Blue et l'Octel. Comme pour l'affrontement entre Luffy et Barbe Noire, j'ai une vidéo qui explique pourquoi l'Octel et All Blue sont au centre de la Terre. Donc je ne vais pas plus développer ici. Je vous laisse le lien en bio et je continue. Et donc, les Mugiwara, enfin arrivés sur l'Octel, vont enfin pouvoir découvrir tout ce que cette île renferme. Chapitre 4. L'Ancien Royaume et ses trésors. Il faut d'abord rappeler que l'Octel ne contient pas un, mais 2 trésors. Le premier est bien entendu le One Piece, un objet bien physique, une vraie récompense comme l'a dit Oda. Mais il contient également un second trésor, inestimable, qui n'est en quelque sorte pas physique lui, le Ryo Poneglyph, et donc l'histoire du siècle oublié. Alors oui, le Ryo Poneglyph est l'agencement des poneglyphes historiques pour former un nouveau message. Et Luffy n'a clairement pas récupéré tous les poneglyphes. Mais en réalité, il n'en avait pas besoin, contrairement à ce que beaucoup pensent. Et ce pour la simple et bonne raison que Roger s'est déjà occupé de ramener les copies des poneglyphes sur l'Octel. Comme il l'a indiqué sur Skypiea, je conduirai ce message à son terme. Et ainsi, grâce à Roger, les Mugiwara pourront découvrir l'histoire du siècle oublié, l'histoire de l'Ancien Royaume. Les armes antiques.
Comme on le sait, l'ancien royaume était très avancé technologiquement. Il était tellement avancé que même Vegapunk, qui est considéré comme le personnage le plus intelligent actuellement, considère qu'il est encore loin de leur niveau de technologie, au point d'avoir une source d'énergie ultime, l'énergie de la fusion froide, l'énergie du soleil lui-même, que Vegapunk a réussi à reproduire par Motherflame. Mais surtout, ils ont créé les armes antiques. Armes qui tirent, comme je vous le dis plus en détail dans ma vidéo sur le sujet, leurs inspirations des dieux de la mythologie hindoue, possédant des armes célestes. Varuna, contrôlant des monstres marins tout comme le fait Shirahoshi qui est Poséidon. Vayu, dieu du vent soufflant des villes entières et donnant le pouvoir à Hanuman, Bajrang, le singe blanc, de traverser les mers jusqu'à l'île de Lanka. Tout comme le Sunny, souffle une ville et transporte Monkey D. Luffy et son Gear 5 immaculé jusqu'à Locktail. Le Sunny étant un navire construit par Franky qui avait les plans du navire Pluton, l'arme originelle. Et enfin Shiva, roi des dieux, possédant 3 yeux, étant immortel et dont son arme céleste peut faire pleuvoir la destruction. Tout comme ce que nous avons vu de l'arme antique ayant rasé le Lucia, faisant littéralement pleuvoir des lasers déclenchés par Imu, le roi secret de One Piece, le roi des dieux que sont les dragons célestes. De plus, Oda a glissé dans One Piece plusieurs références qui peuvent nous expliquer ce que serait réellement Imu. Imu, aka Uranus. Lors de Dressrosa, Oda exécute un panel où les membres de l'équipage de Doffy s'inclinent devant lui enfant. Et il reproduira exactement ce panel avec Imu et le Gorosei plusieurs chapitres plus tard. Lors de ce flashback sur Doffy, nous découvrons son passé et surtout le fait que ses parents ont quitté les Dragons Célestes et finirent par être exposés à la haine du peuple où il se vit presque tué. Il deviendra à ce moment-là le mal incarné, tuant son propre père et ne cherchant plus que la destruction et tuer le plus de monde possible. Doffy nous révélera également qu'il a besoin de l'opération de jouvence pour devenir immortel et utiliser le trésor sacré de Marie-Joise. Ce qui nous indiquerait qu'Im est immortel, tout comme je vous le disais avec Shiva. Imu aurait donc subi cette opération lui permettant, sous les traits d'un enfant depuis 800 ans, de contrôler le trésor sacré de Marie-Joise, Uranus. Mais ça ne s'arrête pas à ça, il y a autre chose à tirer de cet arc. Car il y a un autre équivalent à Im, un équivalent au trait d'enfant, un équivalent qui ne vieillit pas, un équivalent sous les traits de Sugar. Sugar possède le Obi-Obi no Mi, pouvant transformer ce qu'elle touche en jouets et les contrôler en donnant un contrat, mais aussi efface totalement la mémoire de ce qu'elle transforme et donne la jeunesse éternelle à son possesseur. On notera en plus qu'Oda a dessiné Sugar avec une couronne sur sa tête, tout comme Imu. Nous aurions donc là un autre parallèle à Imu. Tout comme Sugar contrôlant des jouets, Imu contrôle une arme, l'étoile de la mort, Uranus. Imu peut donc effacer de l'histoire et donc des mémoires en quelque sorte, grâce au Gorosei. Quelle lumière faut-il éteindre? Ou grâce à son arme. Et tout comme elle, serait aussi enfantine que cruelle, ayant une double personnalité. Nous avons donc un schéma qui se répète clairement. 2 enfants, la jeunesse éternelle, un symbole de la royauté, la cruauté. Mais il y a autre chose. Dans l'arc, nous avons un personnage qui arbore également les mêmes yeux qu'Im, et qui d'ailleurs possède également une double personnalité. Une douce et l'autre cruelle et meurtrière. Cavendish. En effet, Cavendish et Akuba seraient également un parallèle à Im et sa personnalité. Autant douce et enfantine, touchant du bout des doigts un papillon que cruelle et terrifiante, capable d'éradiquer une île entière aussi facilement qu'en faisant une croix sur un bout de papier. Imu serait donc une enfant immortelle, justifiant sa petite taille vis-à-vis du trône, mais aussi par rapport à l'épée ou la personne à genoux. Cependant, je pense que l'immortalité n'est pas la seule chose qui permettrait de contrôler Uranus. Ce serait trop simple. Il faut quelque chose qui fait que seul Im pourrait, afin de la contrôler aussi précisément que pour rayer une île de la carte, un pouvoir bien particulier. Et c'est là que vient le traitement des enfants dans One Piece. Il s'agit des enfants qui ont un don naturel pour le haki. Aiza, qui depuis sa naissance ressent toute personne vivant sur Skypiea grâce à son haki de l'observation. Un haki de l'observation naturelle incroyable pour un enfant. Momonosuke qui peut non seulement communiquer avec Zunesha et le contrôler, mais également communiquer avec Luffy tout en ressentant sa voix. On aurait donc un teasing du contrôle d'Uranus avec Momo Zunesha. Uranus aurait donc un puissant haki des rois de l'observation naturelle qui lui permettrait de sentir la voix des gens non pas sur une île, mais dans le monde entier, et lui permettrait de viser avec plus ou moins de précision sa cible où qu'il soit dans le monde, ou du moins une zone. Mais cette puissance serait peut-être aussi due à son sang, celui de la tribu des 3 yeux, des yeux éveillés, qui lui conférerait une puissance incroyable encore inconnue. On notera que Pudding, membre de cette tribu, a elle aussi en elle cette duplicité, aussi gentille que cruelle. Et donc, Imu, tout comme Uranus, le dieu du ciel dans la mythologie romaine, serait donc Uranus, le dieu du ciel, par son contrôle d'une arme technologique. Une arme telle une étoile de la mort, un satellite, positionné au-dessus du monde, pouvant viser et détruire n'importe quoi sur Terre par une pluie de laser, nourri par l'énergie du soleil, la quintessence de l'énergie de l'ancien royaume.
Mais ce n'est pas tout. Uranus serait donc aussi un Zoan mythique du dragon, un dieu du ciel lui aussi. Mais contrairement à Kaido, il serait lui le modèle occidental, comme celui de Punk Hazard, qui aurait pu avoir été créé par Vegapunk à partir du facteur de lignage d'Imu. Sa forme, lors de l'attaque sur Cobra, sa queue en flèche, et le fait qu'elle ait mangé les flammes de Sabo laisse peu de doute à mon sens. Ainsi, voilà ce que serait Imu. Celle qui siège sur le trône du monde. Une enfant immortelle, aux 3 yeux éveillés, un acquis des rois avancés de l'observation, ayant le contrôle d'une étoile de la mort et le Zoan du dragon occidental, faisant d'elle l'être ultime du monde de One Piece. Celle ayant toutes les plus grandes avancées du monde, que ce soit génétique de par ses compétences personnelles, technologiques à travers son étoile de la mort ou biologique via son fruit du démon. La plus puissante des 3 armes antiques. Arme dont elle n'aurait en fait que le nom, car en réalité, ces 3 armes n'auraient pas été créées pour soumettre les gens par leur puissance, pour détruire et faire la guerre, mais auraient en fait un but bien plus noble, celui de refaçonner le monde et de le rendre accessible à tous, car grâce à elle, tout le monde pourrait enfin se déplacer librement où il le souhaite. Poséidon, contrôlant les rois des mers et pouvant modifier les courants marins, Pluton, navire capable de modifier les courants aériens du monde, et Uranus, capable de détruire Red Line. Et ainsi à L3, elles forment 3 des 4 plus grandes créations de l'ancien royaume pour un futur meilleur. Un futur légué aux prochaines générations par Joy Boy. Pourquoi 4 ? Car il y a une autre création qui peut se mettre également à leur échelle, celle des fruits du démon. Les fruits du démon. Les fruits du démon sont des fruits octroyant à ceux qui les mangent diverses capacités. Mais en contrepartie, ils ne pourront plus nager et perdront leur force au contact de l'eau et du granit marin. De plus, on ne peut en manger 2, au risque d'exploser. Teach, possédant un corps particulier, est le seul à avoir pu. Les Zoan, eux, possèdent leur propre volonté. Et lorsqu'un utilisateur meurt, le fruit se réincarne. On a assisté à ce phénomène via le fruit de l'axolot, se réincarnant dans une pomme à côté de lui, laissant sous-entendre que les fruits du démon se réincarnent dans le fruit compatible le plus proche. Enfin, Vegapunk nous dit que les fruits du démon sont la concrétisation d'un désir d'évolution, représentant l'avenir de l'humanité sous toutes ses formes. Voilà ce que l'on sait sur les fruits du démon actuellement. Mais une information très importante nous est donnée sur les fruits du démon via la création des fruits artificiels. César a créé un liquide qui permet de créer des pseudo-zoans. Oda dira dans le SBS 99 que ce liquide est un mélange des facteurs de lignage de différents animaux. Toujours concernant les zoans artificiels, Garnica dira, confirmé par Vegapunk, qu'il a réussi à reproduire le fruit de Kaido grâce aux facteurs de lignage de ce dernier. Actuellement, seuls les zoans peuvent être reproduits et absolument tous pourraient l'être avec beaucoup de temps et d'argent. Pour ce qui est des paraméciens, Vegapunk nous révèle que grâce aux facteurs de lignage, encore, il a pu créer le Green Blood. Et quand l'administrant a un sujet, il lui attribue donc les facultés. Et enfin, seul les Logia semblent paraître un mystère même pour Vegapunk. Le facteur de lignage semble être la clé pour comprendre la vraie nature des fruits du démon, ainsi que leur réelle origine. La découverte du facteur de lignage des organismes vivants a permis de mettre à jour le schéma de la vie humaine. Judge créera grâce à lui une armée de clones, mais aussi par une modification génétique, transformera ses propres enfants pour en faire des surhommes. Le facteur de lignage permet aussi de mémoriser l'expérience d'un sujet et de la retransmettre à son clone. Ainsi, on a vu S-Sharp faire évoluer ses techniques vers celles qu'utilise Jinbei sans même les avoir apprises de quelqu'un, ni les avoir vues quelque part. Et le clone garde aussi en mémoire le caractère du sujet, comme on a pu le voir avec S-Snake. Le facteur de lignage agit donc comme une sauvegarde de ce que fait une personne, ses expériences, son caractère, mais sûrement aussi, le plus important, ses rêves et donc sa volonté. Kuma, qui n'a pourtant plus de conscience, a vu son corps réagir de lui-même au danger pesant sur Bonnet. Comment est-ce possible, vu qu'il n'a plus normalement de libre arbitre? Eh bien, il est clair que le facteur de lignage y est pour quelque chose, car on sait grâce à Akainu que Kuma peut toujours saigner. Kuma a donc, malgré sa robotisation, malgré sa perte de conscience, gardé son sang contenant son facteur de lignage, et donc sa volonté de protéger Bonnet perdure à travers lui. Mais quel rapport y a-t-il entre le facteur de lignage et les fruits du démon originels? Si on part du principe qu'il faut accéder au facteur de lignage d'une personne pour pouvoir copier un fruit du démon, alors cela veut dire que les fruits du démon altèrent et intègrent ce même facteur de lignage du porteur. De plus, dans le SBS 45, Oda dira après une question sur les motifs en spirale des fruits du démon: oui, c'est une de leurs particularités. D'ailleurs, je me demande si ce n'est pas ça qui a entortillé les sourcils de Sanji. Il révèle donc ici un lien entre les modifications génétiques de Sanji et les fruits du démon.
Est-ce que cela voudrait dire que Sanji a bénéficié d'un fruit du démon? Bien sûr que non, vu qu'il peut nager. Mais pour autant, ils ont bien ce trait en commun. Ce trait génétique serait donc partagé par Sanji et les fruits du démon à cause de la modification de leur facteur de lignage. Ainsi, cela voudrait dire qu'ils sont artificiels. Vegapunk dira aussi: par leur caractère contre nature, se voient rejetés par la mère, l'origine de toute vie. Les fruits des démons sont donc contre nature et rejetés par l'origine de la vie. C'est bien qu'ils ne sont pas naturels. Et s'ils ne le sont pas, ils ont donc été créés. Il rajoutera: tout ce qui naît en ce monde a été désiré, y compris les fruits du démon. Un fruit du démon est la concrétisation du désir d'évolution. En d'autres mots, le peuple de l'ancien royaume, les dits, voulait évoluer, être libre d'être ce qu'ils veulent. Ils ont donc créé ces fruits, concrétisation de leurs désirs et de leurs rêves. Voilà ce que cela veut dire. Ainsi, l'ancien royaume, ultra avancé technologiquement, aurait, afin de pouvoir répondre à ce désir d'évolution, ce désir de matérialiser la multitude de dimensions que l'esprit humain a pu imaginer, créé l'aboutissement de leurs travaux, les fruits du démon. Mais comment ont-ils pu créer ces fruits? Eh bien, comme Sanji a été transformé grâce à la modification multiple de son facteur de lignage, tout comme le fruit artificiel de Kaido a été créé en extrayant à ce dernier ce même facteur de lignage, ces fruits ont sans doute subi le même sort. Ma conclusion est qu'ils sont la résultante d'une combinaison de plusieurs facteurs de lignage. Voilà comment cela se serait passé. On aurait extrait une partie du facteur de lignage d'une personne, celle du désir, celle de la volonté de devenir tel animal, d'avoir telle capacité ou tel élément, et on l'aurait combiné à une partie du facteur de lignage de l'animal désiré, ainsi qu'à celle d'autres facteurs, comme celle d'un fruit bien particulier par exemple. Bien sûr, il n'existe pas d'animal mythique, mais il existe systématiquement pour ces fruits des animaux de référence. Pour Kaido, son animal de référence est celui de la carpe, modèle dragon oriental. Yamato, c'est le chien, etc., etc., etc. Ainsi, en combinant le facteur de lignage d'une personne désirant devenir plus qu'une carpe, devenir un dragon oriental, au facteur de lignage de la carpe, le fruit du démon aurait obtenu, utilisation après utilisation, la forme désirée, celle qui n'aurait de base pas pu exister, celle du dragon oriental. Bon, c'est bien joli pour les Zoan ça colle, mais qu'en est-il des Paraméciens, d'Elodia? Eh bien, la réponse est sûrement aussi dans le manga. Au chapitre 195, Zoro affronte Mr. One, et que se passe-t-il? Zoro finit par ressentir la respiration des pierres, des arbres, de la terre, comme si elles étaient vivantes. On apprendra plus tard qu'en réalité Zoro expérimente le haki à ce moment-là, et donc ce qu'il ressent est la voix de ce qui l'entoure, et donc que toutes ces choses inanimées sont en réalité vivantes, et donc qu'elles possèdent un facteur de lignage également. Et si Vegapunk a pu découvrir le facteur de lignage des êtres vivants, alors l'ancien royaume le connaissait aussi, ainsi que ce facteur de lignage du non-vivant. Mais si les rochers, la terre, l'air, le feu ont une sorte de facteur de lignage, alors tout ce qui existe, des animaux à la végétation jusqu'au vent, au feu, etc., peut être combiné de la même manière que pour les animaux, si cela est extrait, ce que Vegapunk n'aurait pas encore trouvé. Ainsi, pour avoir le Logia du feu par exemple, on aurait assemblé le facteur de lignage d'une personne voulant devenir du feu avec celui du feu. Pour les Paraméciens, comme le fruit du fil, on aurait associé le facteur de lignage d'une personne voulant devenir du fil au facteur de lignage du fil lui-même. Et pour les animaux mythiques, comme celui de Yamato par exemple, le fruit du chien, modèle Okoshi no Makami, qui maîtrise la glace, alors on aurait assemblé le facteur de lignage d'une personne voulant devenir cet animal mythique-là au facteur de lignage d'un chien, ainsi qu'à celui de la glace. On pourrait aussi penser que pour obtenir certains Zoan mythiques ayant les attributs de plusieurs animaux, ils aient préalablement créé de nouvelles espèces en croisant les animaux voulus. Et ces nouveaux animaux, issus de croisements génétiques, ne nous seraient d'ailleurs pas inconnus vu qu'on les a déjà rencontrés. Je parle bien évidemment des animaux rares de l'île de Gaemon. Et c'est de cette manière qu'ils auraient obtenu les fruits du démon désirés. Mais qu'est-ce que le facteur de lignage exactement? Le facteur de lignage est calqué sur l'ADN humain, mais avec ses propres particularités. Il est dit dans la génomique comparative que les humains auraient en moyenne 25% de gènes en commun avec les végétaux. Mais en allant plus loin, je suis convaincu qu'Oda y a intégré autre chose, le nombre d'or. Le nombre d'or, aussi appelé Golden Ratio ou Golden Factor, est un concept mathématique qui donne le nombre irrationnel phi, qui équivaut approximativement à 1.618. Ce nombre se retrouverait étrangement dans toutes les formes de vie, de l'humain aux plantes, etc. Ce nombre est considéré comme l'harmonie parfaite, quasi divine, et est symbolisé par la spirale d'or.
Tiens, quelque chose qui se trouve dans tout ce qui vit et forme une spirale. N'aurions-nous pas là exactement la même chose que pour le facteur de lignage ou le Golden Factor? Ainsi, en assemblant les bonnes parties de facteurs de lignage contenant la volonté, le désir d'une personne, les facteurs de lignage des caractéristiques désirées, et en l'intégrant dans un réceptacle, un fruit, afin d'altérer son facteur de lignage à lui, de façon ultra harmonieuse, cela transformerait donc le fruit en le faisant arborer ces drôles de spirales à la façon du nombre d'or, symbolisant donc la perfection et l'harmonie entre l'homme et la nature. Mais pourquoi Sanji a ces spirales et pas les séraphins par exemple? Je pense que la réponse est que les séraphins sont uniquement l'amalgame de facteurs de lignage de type humanoïde, leur pouvoir étant issu du sang vert, les humains ultimes dira Vegapunk. Là où Sanji et ses frères ont des pouvoirs directement issus de leur corps, comme le feu, l'électricité, la lumière, ainsi qu'un exosquelette qui pourrait venir d'un facteur de lignage issu de la nature. Enfin, si tout élément vivant ou non a une voix, une respiration, et donc une volonté, alors ce nouveau fruit, possédant dans son facteur de lignage la volonté d'une personne, obtient donc sa propre volonté. Les Zoan étant en plus tirés d'animaux, cette volonté se retrouve accrue comparée aux Paramecia ou aux Logia. Ce qui explique pourquoi par exemple les mangeurs de Zoan artificiels ont des pouvoirs qui semblent dissociés de leur personnalité, comme avec Oldem où son pouvoir Kamijiro est dissocié de lui. Et donc contrairement aux fruits artificiels, les fruits originaux eux auraient une fusion parfaite, harmonieuse des volontés. Ainsi, il n'y a pas de dissociation, mais ça expliquerait pourquoi les fruits sont dits ayant leur propre volonté. Mais Barbe Noire dira face à Ace, c'est ce pouvoir qui m'a choisi. Il se peut donc que tous les fruits du démon aient donc une volonté, celle de leur créateur originel. Et ces volontés, qu'elles soient Zoan, Paramecia ou Logia, rechercheraient constamment celui qui correspond à cette volonté. Et ce serait également parce que les fruits ont des volontés différentes, d'être des choses différentes, et surtout modifient déjà drastiquement le facteur de lignage des porteurs qu'ils ne peuvent pas cohabiter, et donc tuerait celui qui essayerait de les manger. On ne pourrait donc pas modifier à outrance le facteur de lignage sans risque. Ainsi, ce n'est qu'en ayant une volonté en harmonie avec celui du fruit qu'on pourrait atteindre la forme parfaite, la forme qui a été désirée originellement, l'éveil. Et c'est exactement ce qu'expliquera Kaido face à Luffy. Ton corps et ton esprit, et donc ta volonté, ont rattrapé le niveau de tes pouvoirs. Cependant, à l'origine, les fruits du démon étaient sûrement bien différents de ce qu'ils sont maintenant. Au fil du temps et des porteurs, ils auraient évolué en fonction de ce que le nouveau porteur désirait, conférant de nouvelles capacités suivant leur imagination, leur désir et leur volonté vis-à-vis des pouvoirs qu'ils obtenaient. Ainsi, Chopper, par son désir de donner plus de possibilités à son fruit du démon, grâce à la Rumble Ball, une drogue, se vit obtenir plus de formes qu'originairement. Mais qu'est-il arrivé après l'ellipse ? Eh bien, son fruit a fini par intégrer ses formes, au point qu'il n'ait plus du tout besoin d'utiliser cette drogue. Katakuri et son fruit du Mochi se rapprochent du Logia, alors qu'il est un Paramecia, devenant un Paramecia particulier selon Oda. Ne serait-ce pas dû au désir de Katakuri de n'être plus qu'un Paramecia qui lui a permis d'obtenir des pouvoirs s'en rapprochant? Car, comme dit avant, le facteur de lignage permet de mémoriser le caractère de la personne, sa volonté et ses souvenirs. Ainsi, les fruits gardent en mémoire chaque utilisation différente du fruit et la transmettent au suivant. Les fruits du démon seraient donc en perpétuelle évolution. Et si c'est valable pour les fruits, n'est-ce pas aussi valable pour les hommes? Les ancêtres de Barbe Noire voulaient obtenir plusieurs fruits du démon, modifiant leur facteur de lignage dans ce but. Modification qui sera alors transmise au fil du temps à chaque descendant. Et viendra enfin Barbe Noire qui finit par obtenir ce qui a été tant désiré, plusieurs facteurs de lignage cohabitants et dont chacun pourrait accepter les volontés différentes de plusieurs fruits, l'être ultime. Mais d'ailleurs, si toute chose a une respiration, une voix et donc une volonté propre, ne nous retrouvons donc pas sur les prémices de ce que serait la voix de toute chose? En conclusion, les fruits du démon seraient donc le mélange harmonieux de facteurs de lignage. Un facteur de lignage parfait, intégré dans les bourgeons d'un arbre, qui a fini par donner naissance aux fruits du démon. Ils sont l'aboutissement des rêves et de la volonté d'évolution de leur créateur. Et comme une volonté ne meurt pas, elle se réincarne si elle est désirée. Et cette volonté d'évolution a donc perduré dans ces fruits, mémorisant l'utilisation différente de chaque porteur, évoluant sans cesse pour devenir ce que nous connaissons aujourd'hui. Voilà ce que sont les fruits du démon, les fruits des rêves, les fruits de la volonté de l'ancien royaume, les fruits des dits. La volonté du dé. La volonté du dé est un point central dans One Piece, et savoir ce qu'est la volonté du dé apportera la réponse sur qui sont vraiment les dés dans l'univers de One Piece.
Le docteur Curea sera la première à parler du mystère du dé qui sera souligné plus tard par Robin lors de la discussion avec Riley. Mais elle n'aura pas de réponse à cette question. Les doyens montreront eux qu'ils ont peur du dé. Ils diront après la guerre que les dés commencent à attirer l'attention et qu'ils provoqueront un raz-de-marée dans ce monde. Barbe Blanche, lui, soulignera que la volonté des dits est forte et perdurera. Tout comme des gens ont hérité de la volonté de Roger, d'autres hériteront de celle d'Ace. Et on peut clairement faire le lien avec les paroles de Roger. La passion et les rêves sont comme le temps, rien ne peut les arrêter. Il en sera ainsi tant qu'il y aura des hommes prêts à donner un sens au mot liberté. Dans le manga, les dés sont associés aux démons. Corazon le dira en premier. Les dés sont les démons et sont opposés aux dieux. Elo en fera également référence face à Doflamingo, où il dira que le dé apportera de grands bouleversements à venir qui, un jour, causeront un cataclysme sur le monde. Le dé sera aussi au centre de la mort de Cobra, révélant que Nefertari Lily, une des 20 fondatrices, était en réalité un dé, provoquant la colère d'Imu et entraînant sa mort. Il y a donc toute une mythologie qui tourne autour du dé. D'un côté, la volonté brûlante qui enflamme le cœur des gens et perdure à travers le temps, et de l'autre, la démonisation de leurs porteurs, allant jusqu'à les faire passer pour des démons qui viendront manger les enfants qui se comportent mal. De plus, comme dit dans la partie précédente, les fruits du démon sont très certainement liés au dé. Ainsi, nous pouvons dire qu'actuellement, le dé serait, selon les informations que nous avons, l'initiale du démon. Mais si actuellement le dé est associé au démon, cela ne veut pas dire que le dé est originellement la lettre du démon, car l'histoire est écrite par les vainqueurs. Et toutes les informations qu'on a ont été en majeure partie données par le côté opposé au dé, notamment celui qui nous en donnera le plus, Corazon, un ancien dragon céleste. Il est donc logique que de leur point de vue, leurs ennemis, les ennemis du gouvernement mondial d'après Imu, soient démonisés, afin qu'ils soient craints et surtout rejetés par le peuple entier. Mais si l'aspect démon est mis en avant et répété par l'ennemi des dés, il y a un aspect qui est mis en avant, lui, par les dés eux-mêmes. La passion et les rêves sont comme le temps, rien ne peut les arrêter, il en sera ainsi tant qu'il y aura des hommes prêts à donner un sens au mot liberté. Les gens ne cesseront jamais d'avoir des rêves. Voilà mon rêve ultime. Et oui, le rêve ou dream en anglais serait donc la réponse à ce qu'est la lettre D, la lettre de ceux qui rêvent et qui réalisent leurs rêves. Et la volonté du D serait donc l'expression de la volonté de leurs rêves, la volonté de leur désir, plus forte que n'importe quelle autre personne, ce qui leur a permis de faire des miracles, comme créer les fruits du démon, qui seraient en réalité les fruits des rêves. Et si je pouvais être ça, je rêverais de pouvoir faire ça. Les dés seraient les rêveurs de ce monde, rêvant d'un monde libre, d'un monde où chacun pourrait réaliser ses rêves. Mais leur rêve les a brûlés et a conduit 20 rois à s'opposer à eux. Leur rêve a conduit à leur défaite lors de la guerre du siècle oublié. Le siècle oublié. Les dés étaient le peuple au centre de la Terre, un peuple ultra avancé, le peuple des rêveurs, qui avait un roi, le roi des dés à sa tête, le roi du royaume du soleil. Soleil qui les représente eux, mais aussi parce qu'ils avaient réussi à recréer la puissance du soleil et à en tirer son énergie, une énergie inépuisable, ultime. Mais à contrario, le monde extérieur, lui, était dans une situation compliquée, où chaque peuple était quasiment tous isolés les uns des autres, par des mers quasi infranchissables. Ce roi avait un fils qui avait pour surnom Joy Boy, le plus grand rêveur parmi tous les dés. Et c'est dans ce monde hostile, pour toute personne rêvant de voyage et de découverte, qu'il y vivait. Joy Boy fut le premier à réellement dompter les mers et à être libre de circuler où il veut, comme il le voulait, et hors de toute supervision, se promenant avec son alcool et le partageant avec qui voulait bien trinquer avec lui. Il fut le premier pirate de son ère, celui qui lança la piraterie. Mais naviguer dans ce monde n'était réservé qu'à une toute petite élite. Et c'est ainsi que naîtra pour Joy Boy le rêve de refaçonner le monde, afin de faciliter les déplacements d'île en île, permettant ainsi d'unir tout le monde sous une même bannière, une bannière de liberté. De là, découlera par l'union des peuples et de leur intelligence, la création de ce qu'on appellera les armes antiques. Des armes créées afin de réaliser ce rêve, l'aboutissement de nombreuses recherches, autant technologiques que biologiques et génétiques. Pluton fut créé à partir des meilleurs constructeurs navals, ceux de Water 7, afin de pouvoir se déplacer sur les mers. Une arme capable de créer grâce à sa puissance des courants aériens qui permettraient aux gens de plus facilement naviguer sur la mer. Pour Poséidon, ils utilisèrent les liens génétiques entre les hommes poissons et les rois des mers, afin qu'un pacte soit fait et qu'ils acceptent d'obéir à une reine. Une reine qui pourra les guider et utiliser leur puissance conjointement afin de créer ou modifier les courants marins, facilitant également de ce fait les déplacements entre les îles. Puis vient l'être ultime, Uranus. Un être cloné sur la base de gènes d'espèces humaines, dont la tribu des Trois Yeux notamment, mais aussi de ceux qui l'auraient conçu conjointement, à savoir Joy Boy, Nerona, mais aussi et principalement Nefertari Lily.
et cet être aurait reçu le nom de Mimi. Ainsi, en utilisant toutes leurs connaissances biologiques et technologiques, ils auraient réussi à lier Mimi à l'ultime technologie, une étoile semblable à une planète, alimentée par la puissance d'un soleil, capable de détruire Redline. Mais cette puissance était telle qu'elle consommait son espérance de vie, et ils décidèrent donc de la rendre immortelle. Voilà comment fut conçu Uranus. Je rajouterai que si Mimi est un clone ayant reçu les gènes de Nerona et Lily, cela expliquerait ses liens avec Nefertari Lily, mais aussi qu'elle ait pris le nom de Nerona plus tard, Inu. Et enfin s'ajoutent aussi les fruits du démon ou les fruits des rêves, fruits ultimes des recherches génétiques en tout genre pour que l'homme puisse être libre de réaliser ses propres rêves. Voilà donc les 4 grandes créations qui devaient rendre le monde plus libre. Mais de ce rêve découla un conflit qui fera naître une opposition d'idées. Le peuple doit-il être vraiment libre ou doit-il être contrôlé? Une opposition qui mènera à la guerre entre les dés et les fondateurs. Nerona était sûrement un royaliste et pensait que le peuple devait être contrôlé. Joy Boy, lui, pensait que le peuple devait être absolument libre. Entre les deux se trouvait Lily, dont Nerona était sûrement amoureux. Elle finit par prendre le parti de Joy Boy. Et donc, jaloux de Joy Boy, il monta un piège. Il piégea Zunesha, allié de Joy Boy, et lui fit commettre un crime qui discréditera Joy Boy, et fera que les autres rois se mettront à douter. Nerona, dans l'ombre, fera en sorte que les rois commencent à craindre les armes antiques. Avec elles, Joy Boy pourrait contrôler le monde. Elles sont trop dangereuses. Ils vous manipulent. Voilà ce qui aurait pu faire que certains rois craintifs de perdre leur statut face aux rêves idéalistes de Joy Boy se mettent à s'unir pour se confronter à lui. Même Lily, sans connaître les manigances de Nerona, se mit à douter également, rejoignant les 20 rois qui s'opposaient finalement à Joy Boy. Nerona fit croire à la mort du roi des Dix, un peu à l'image de Roshi faisant croire à la mort de Sukiyaki, le père d'Oden, et profita de ce moment pour prendre le pouvoir. Ainsi, la guerre fut déclenchée afin d'empêcher Joy Boy d'accéder au trône. Et Met dira « Je n'ai pas pu faire de toi un roi ». Nerona avait réussi son coup, et Joy Boy, son rival, allait être enfin évincé. Joy Boy, bien sûr, tenta de calmer les choses et de trouver un moyen de garder l'union en bannissant Zunesha. Mais cela était trop tard, la guerre allait naître. Nerona comptait utiliser Uranus pour tuer Joy Boy et l'ancien royaume, source du problème à ses yeux. Et lorsque la guerre éclata, Nerona fit usage d'Uranus. Il persuada Mimi, qui avait également en elle ses gènes, sa volonté perverse, d'utiliser son étoile afin de juger l'ancien royaume de ses crimes, dont Nerona les avait accablés. Et c'est ce qu'elle fit. Mimi usa de son arme et créa ainsi un trou dans l'océan. Trou, là où plus tard fut construit, comme un message à l'ancien royaume, l'île judiciaire Enies Lobby. Mais Mimi n'était qu'une enfant. Une enfant utilisée afin de rayer de la carte tout un peuple, tuant des milliers d'êtres. Souvenez-vous dans quel état était Aïssa ou encore Kobe au moment où ils sentaient des personnes mourir, où ils sentaient leur voix s'éteindre, ils ressentaient leur mort, et ça les affectait gravement. Alors imaginez maintenant la pression subie par Mimi quand elle éradiqua tout un peuple. Elle, qui pourrait, de par son don naturel ou acquis, ressentir toutes les voix de ce monde. Des lumières qu'elle pourrait éteindre aussi facilement qu'on écrase un insecte qui se pose sur le bout de son doigt. Et oui, cette douleur et ce pouvoir la transforma et causa sa folie. Une folie telle qu'une nouvelle personnalité apparut afin de se protéger. Mimi disparut pour devenir nul autre qu'Imu ou l'impitoyable Uranus, ayant une puissance telle qu'elle éblouit les 20 fondateurs qui s'agenouilleront devant elle, la divinité suprême de ce monde. Cette attaque chamboula le monde. Les gravités externes et internes, qui de base ne se côtoyaient pas, furent très fortement perturbées face à ce trou qui venait d'apparaître. Et l'eau, plus importante à l'intérieur, commença, tout comme le principe des vases communicants, à se vider à l'extérieur. Et donc, l'eau monta d'un coup de 200 mètres, causa une catastrophe sans précédent, que personne ne put prévoir, pas même les 20 fondateurs, et qui créera le monde que nous connaissons désormais. Voilà pourquoi les fondateurs sont appelés les créateurs de ce monde. Mais Lily finit par découvrir les manigances de Nerona, et préviendra Joy Boy de ce qui était sur le point de se passer. Et pendant que Nerona préparait son plan, Joy Boy mit en place, dans l'urgence, un message pour le futur, dans le cas où il serait tué, un message qui sera répandu dans le monde grâce à Lily. Non, ce n'était pas un impair, c'était volontaire. Lily a permis que ce message subsiste aux générations futures. Lily ne put donc pas arrêter Nerona et refusa de devenir une des 20 fondatrices. Sachant qu'elle ne pourrait pas retourner à Alabasta, elle décida d'envoyer une lettre et finit par s'exiler. Et vu que tout cela avait débuté à cause d'une guerre d'ego masculine, une guerre de jalousie entre Nerona et Joy Boy, pour l'avoir à elle, elle s'installa sur une île et créa un royaume où les hommes ne seraient pas autorisés, Amazon Lily. Les 19 fondateurs restants, maintenant conscients que l'équilibre était perturbé et que l'eau à l'intérieur pourrait totalement submerger le monde extérieur, se réfugièrent sur Redline, chassant par la même occasion, et ce, grâce à leur nouvelle puissance, volée au dé, leur fruit du démon,
ce qu'on appelait les dieux de ce monde, les Lunaria, et s'érigeront ainsi eux-mêmes au rang de dieux. Joy Boy, après avoir perdu et après avoir saboté l'arme que contrôle Uranus, afin qu'elle devienne inutilisable pendant 800 ans, en détruisant sa source d'énergie, s'assura derrière que ses ambitions perdurent à travers les poneglyphes. À travers Tamago, mais aussi Robin, Oda nous apprend qu'il existe 30 poneglyphes. Il y a les indicatifs au nombre de 17, donnant la position des 9 poneglyphes informatifs. Et enfin, il y a 4 autres poneglyphes de couleur rouge donnant la position de l'octel. À Skypiea, Robin nous explique aussi que pour avoir le Rio poneglyphe, il faudra assembler tous les poneglyphes informatifs afin de créer un nouveau poneglyphe qui serait lui le Rio poneglyphe. Le Rio poneglyphe est le poneglyphe final qui révélera l'histoire du siècle oublié, des dits, etc. On sait également que les poneglyphes sont copiables et que Roger, ayant découvert tous les secrets du monde, a donc copié tous les poneglyphes informatifs en les ramenant à l'octel pour en découvrir le message secret. Je porterai ce texte jusqu'au bout du monde. Il est donc clair que Luffy n'a pas besoin de faire le même périple que Roger. Il n'a pas besoin de faire un autre tour du monde. Il n'a pas besoin de découvrir tous les poneglyphes informatifs, car Roger l'a fait pour lui. On apprend également qu'ils ont été taillés par le clan Kozuki, une lignée de tailleurs de pierre, et qu'ils sont indestructibles. Explosions et autres attaques ne les égratignent même pas. Et c'est sur ce point-là que je vais m'arrêter. Comment se fait-il que ces pierres indestructibles puissent avoir été taillées? Si elles sont indestructibles, ça ne devrait pas être possible. Et si le haki était la seule réponse pour les tailler, alors du haki pourrait également les endommager. Or, ce n'est pas le cas. Pour autant, il y a bien 3 éléments dans le manga qui nous révèlent comment ces poneglyphes ont été faits. Ces 3 éléments sont clairement liés aux samouraïs évidemment, mais expliquent aussi la différence de couleur entre les poneglyphes normaux et les road poneglyphes. Le premier élément est l'utilisation particulière du haki à Wano. Koshiro, puis Yogoro, nous révèlent que les samouraïs concentrent dans leur lame le haki de façon à pouvoir couper ou ne pas couper selon leur volonté. Il y a donc 2 façons d'insuffler son haki pour obtenir ces 2 résultats. Deuxième point, l'utilisation avancée du haki extériorisé. Si la première étape est d'avoir une armure invisible qui protège, la deuxième, plus poussée, pénètre l'adversaire et le détruit de l'intérieur. Et enfin, le troisième point, les lames noires. Il est dit que les lames noires sont indestructibles et qu'en enveloppant ces lames de son haki et par le fruit d'innombrables combats, il est possible de faire atteindre à n'importe quelle lame la puissance d'une lame noire. Le haki est le prolongement de la volonté de celui qui l'utilise. Il est un vecteur de cette dernière et permet donc de la transmettre à son sabre ou à tout autre objet. Et couper ou ne pas couper sont 2 fonctions bien distinctes et totalement différentes issues de cette volonté. Donc si on part du principe que la projection de son haki de l'armement permet de détruire de l'intérieur parce qu'on veut le détruire, alors sur le même principe que couper ou ne pas couper, il est donc possible de renforcer à l'extrême ce que l'on touche de l'intérieur, via ce même niveau très avancé d'utilisation. Et c'est ici que prend tout le sens de la transformation d'une lame en lame noire et de cette utilisation du haki particulière. À force de combat, à force de se voir en permanence insuffler du haki avancé pour le durcir, alors le sabre finit par se transformer en lame noire de façon permanente. Mais quel rapport avec nos poneglyphes? Eh bien, c'est la même chose. À Udon, Luffy est vu portant des pierres qui ont exactement la même dimension que les poneglyphes. Ces pierres ne sont pas en granit marin, seules les menottes le sont de façon à tout juste pouvoir travailler. Oda n'a pas introduit tout ça à Wano pour rien, et en réalité, ici, on a un aperçu de ce qu'étaient les poneglyphes avant d'être les poneglyphes, avec la manière dont ils ont été fabriqués. Ces pierres, taillées d'abord en cubes, furent ensuite gravées, comme Oden a gravé sur l'or de la cloche le message de Roger. Puis, plusieurs personnes ont dû insuffler leur haki avancé, les renforçant de l'intérieur. En recevant cette grande quantité de haki, elles ont fini par être constamment imprégnées, devenant indestructibles et changeant de couleur, devenant bleues, tout comme une lame deviendrait noire. Bon, d'accord pour les poneglyphes bleus, mais qu'en est-il aussi des poneglyphes rouges? Eh bien, la réponse se trouve aussi à Wano via une information que nous est donnée durant le combat entre Luffy et Kaido. Il est possible d'imprégner les choses avec le haki des rois. Leur couleur viendrait donc du fait qu'ils ont été imprégnés par du haki des rois avancé, un haki défensif tel qui permettrait de renforcer les choses de manière à les rendre encore plus indestructibles qu'elles ne le seraient déjà avec du haki de l'armement avancé. Et j'en veux pour preuve Big Mom, qui probablement grâce à cette forme pas encore développée par Oda du haki des rois avancé, aurait de façon inconsciente et innée renforcer son corps de manière à rendre sa peau quasi impénétrable. Et preuve en est, personne n'a pu trancher sa peau, et ce n'est que seulement quand elle perdit la tête
que sa peau a pu être blessée, ce qui montre bien que cela vient d'un pouvoir au-delà du haki de l'armement ou du haki des rois classique. Et donc, étant plus rare que le haki de l'armement avancé, il est normal que seules 4 stèles les plus importantes, celles menant à l'octel, aient reçu du haki des rois défensifs pour les renforcer. Et c'est pour cela que leur couleur est si différente. Et c'est également pour cela que ces pierres imprégnées de haki, que ce soit les bleus ou les rouges, se sont mises à émettre une voix. Celle des voix de la volonté reçue par ceux qui ont scellé leur haki à l'intérieur. Et donc, Roger, grâce à une autre fonction du haki des rois avancé, pas encore expliqué non plus, mais dont je vous ai parlé un peu plus tôt, le haki des rois avancé de l'observation permettrait donc d'entendre la voix de toute chose. Je rajouterai que cela ne s'arrête pas qu'à pouvoir entendre toute chose, mais permettrait aussi de pouvoir communiquer avec toute chose, comme les rois des mers, Zunesha, ou comme lorsque Shanks communique à travers son haki des rois projeté pour parler à Aramaki. Mais comment s'assurer que les gens cherchent à découvrir ce message, ce rêve contenu dans les poneglyphes que Joy Boy a transmis aux générations futures? Eh bien la réponse est simple. En étant le tout premier pirate de ce monde, en lançant la piraterie, il permet à toute une génération en quête de liberté de prendre la mer. Une génération qui fera vivre cette volonté à travers une chanson que Joy Boy ne cessait de chanter, une chanson qu'ils reprirent à sa mémoire, Binks no Sake. Le One Piece. Le terme One Piece n'a pas été choisi par Roger, mais par le peuple pour désigner tous les trésors accumulés par ce dernier. Pour autant, Oda garde clairement le mystère sur la nature de ce trésor. Lorsque le narrateur nous explique que c'est le peuple qui donne ce nom au trésor, il y a une bulle de texte et Roger dit « Ils ne savent pas de quoi ils parlent ». Mais d'après Oda lui-même, le One Piece reste quoi qu'il arrive un trésor, une vraie récompense. Et donc non, ce n'est pas l'aventure ou des artefacts, mais bel et bien une récompense. Enfin, il faut aussi comprendre que l'histoire du siècle oublié, d'Édé et de l'ancien royaume est très certainement différente de ce qu'est le One Piece. La quête du One Piece n'est qu'un prétexte donné par Roger afin de pousser les gens et surtout le prochain Joy Boy à prendre la mer et donc chercher l'octel. Mais revenons à Binks no Sake. Cette chanson est la clé pour comprendre ce qu'est le One Piece et on va donc la décortiquer afin de savoir ce qu'elle nous révèle. Il faut d'abord savoir que le kanji pour sake désigne l'alcool en général. C'est pour ça qu'en version française, on a le bon rhum de Binks. Et que sur le color spray du chapitre 809, Oda a marqué texto en anglais Binks of Liquor. Pour autant, ça ne change pas grand chose sur le fond. Binks no Sake est une histoire, une allégorie de la vie et du voyage et est clairement une chanson totalement créée par Joy Boy. Tout le monde en a entendu parler. Les tambours de la libération qui émanent de Luffy et font de lui Joy Boy fait directement référence à la chanson. Les vagues dansent, roulent les tambours. Le tintamarre commence. Et donc, la chanson parle de Joy Boy. Et qui de mieux placé pour créer une chanson sur Joy Boy que Joy Boy lui-même? Ainsi, comme dit en préambule, de la même manière que Roger a lancé l'âge d'or de la piraterie en lançant la recherche du One Piece, Joy Boy a pu s'assurer que les gens parcourent le monde pour qu'un jour le nouveau Joy Boy apparaisse en poussant ceux qui rêvent de voyage à prendre la mer grâce à cette chanson. Cette chanson, que tout pirate de l'ancienne génération connaissait et chantait, était donc bel et bien une bouteille à la mer afin que quelqu'un, le successeur de Joy Boy, réalise son rêve. De plus, Luffy, alors en Gear 5, alors qu'il vient de devenir Joy Boy, en fait directement référence dans le chapitre 1045. Une fois mort, on n'est plus qu'un tas d'os. Faisant lien direct aux paroles de la chanson, quoi que tu fasses mon ami, tu finiras les os blanchis. Cette chanson serait donc là pour assurer la poursuite du rêve de Joy Boy. Mais quel est ce rêve, qui est directement cité dans la chanson? Ce même rêve occupe mes pensées. Eh bien ce rêve serait exactement le même que celui de Roger et celui de Luffy. Et je rajouterai qu'il n'y a aucune autre raison de cacher ce rêve si ce dernier n'a pas de lien direct avec ce qu'est le One Piece. Et ce rêve serait donc un trait commun, un prérequis à tous ceux qui pourraient prétendre à devenir Joy Boy. De plus, Binks no Sake nous indique exactement l'endroit à trouver. Je mets le cap là où la mer jusqu'à plus fin s'étend. Cela désigne clairement All Blue, qui serait aussi, comme expliqué, là où se trouve également l'Octel et le One Piece, au centre de la Terre. Si cette chanson nous indique que c'est Joy Boy qui l'a faite, nous indique la vie de ce dernier, son rêve, et nous indique l'endroit où doit aller Joy Boy, ne peut-elle pas nous indiquer ce qu'est le One Piece? Quand Luffy parle de son rêve à Ace et Sabo, juste après, ils trinquent, afin de sceller leur fraternité, chapitre 585. Quand Roger en parle lui aussi, de la même manière est en train de trinquer avec Barbe Blanche et Oden, chapitre 966. Quand Ace échappe le rêve de Luffy à Yamato, ces derniers trinquent également.
chapitre 1000 intitulé Monkey D. Luffy, qui est précédé par le 999 intitulé Ce saké, je l'ai brassé pour vous et mis de côté pour votre compagnie. Et si nous remettons les choses dans l'ordre, nous obtenons Ce saké, je l'ai brassé pour vous et mis de côté pour votre compagnie, Monkey D. Luffy. Binks no Sake est entendu 3 fois. La première, c'est lors d'un banquet, justement à la fin de Thriller Bark. La seconde, lorsque les Mugiwara remontent de l'île des hommes poissons, rencontrant les baleines et voyageant à leur côté. Et la troisième, durant le flashback de Roger, quand ce dernier part retrouver Locktail. Et c'est exactement les 3 choses que nous suggère la chanson. Voyager, mettre le cap vers Locktail et All Blue, et enfin, faire la fête et trinquer. On peut souligner que quand Brook joue pour la première fois Binks no Sake, Luffy dit que Shanks et son équipage chantaient souvent cette chanson, et Brook lui répond que les anciens pirates la connaissaient tous. C'est la preuve que cette chanson était l'hymne à l'aventure des anciens pirates avant l'âge d'or de Roger. De plus, Robin dit connaître cette chanson, et que ça lui a ramené des vieux souvenirs, ce qui veut dire que ça remonte sûrement à Ohara. Si c'est le cas, ça veut dire que les savants l'ont étudié, et quand on sait qu'ils étudiaient aussi les poneglyphes, tout fait sens. Riley dira que quand Roger est mort, il n'y avait jamais eu un jour avec autant de larmes, de rires et d'alcool coulant librement à flot. Ainsi à sa mort, les gens firent la fête et trinquèrent. Mais du coup, qu'est-ce que le One Piece finalement? Quel est le point commun entre toutes les informations que je vous ai données? La chanson parle de quoi exactement? La chanson parle du saké de Binks. Le saké de D. Binks, alias Joy Boy lui-même. Et si depuis le chapitre 442, première mention de Binks no Sake, et si depuis plus de 14 ans, Oda avait spoilé le One Piece sans qu'on ne s'en rende compte? Et si Oda, après chaque arc, durant chaque banquet, nous montrait le but du manga? Et si Oda, à travers Aramaki, faisait directement référence au saké de Binks qui mature depuis 800 ans? Et si Oda nous avait montré ce qu'est le One Piece quand Shanks en parle à la fin de Wano Kuni? Et si Oda avait montré Roger partager le saké de Binks avec Barbe Blanche? Et si le One Piece était tout simplement des fûts de saké étiquetés du vrai nom de Joy Boy, D. Binks? Après tout, ce qu'Oda aime, ce sont les banquets, n'est-ce pas? Et ne serait-ce pas la chose la plus drôle que cette histoire, cette chanson, connue de tous les pirates, connue de tous les lecteurs, nous le révèle depuis tout ce temps? Et ne serait-ce pas encore plus drôle qu'Oda, depuis le tout début, depuis le premier tome, nous avait laissé sous le nez All Blue, Locktail et le One Piece? Mais comme le dira Barbe Blanche, la découverte du One Piece et donc de l'histoire du siècle oublié à travers le Rio Poneglyph conduira inévitablement à une guerre. Une guerre qui, comme le dit Vegapunk, fait encore rage aujourd'hui. La guerre entre les dés et les dragons célestes. La guerre pour libérer les peuples du joug du gouvernement mondial. La guerre pour la liberté. Si la découverte de l'histoire du siècle oublié conduira à la guerre finale, ceux qui la déclencheront ne seront nul autre que les révolutionnaires et surtout Monkey D. Dragon. Ils sont la force d'opposition au gouvernement mondial, c'est leur raison d'être. Et cela ne peut être autrement. Ainsi, suite aux révélations de Vegapunk, les révolutionnaires vont pouvoir s'allier à d'autres puissants royaumes. Des royaumes qui ont un point en commun avec Dragon. Des royaumes qui ont été sauvés par son propre fils, Alabasta, l'île des hommes poissons, Drum, Prodance, Dressrosa. Ils prendront tous part au combat, faisant face au gouvernement mondial. Et même si ce n'est pas Luffy qui lancera cette guerre, ce sera bel et bien lui qui la finira. En effet, il est clair que malgré l'alliance des royaumes sous la bannière des révolutionnaires, malgré la présence de Poséidon, le gouvernement mondial gardera clairement le dessus. Et ainsi, dans un moment critique, ils débarqueront, tous, unis, tous les pirates du monde, tous les pirates qui ont été vaincus par Luffy, la flotte de Luffy, et devant les Mugiwara avec Luffy à leur tête, sur sa place habituelle, tout devant, sur la proue du Sunny, faisant face au gouvernement mondial. La guerre prendra ainsi un tournant incroyable, où Zoro affronterait Venjuro, Sanji affronterait Kizaru, Luffy, lui, se retrouverait contre Imu, sous sa forme de dragon éveillé. Mais Akainu fera obstacle, et comme pour Shanks, affaibli par sa cicatrice face à Teach, Luffy se retrouvera en position de faiblesse face à lui. Et au moment où Akainu tentera de l'achever, un homme surgira. « Je n'ai pas pu sauver Ace, je ne te laisserai pas me prendre mon petit frère, lui dirait-il. » Sabo bloquerait Akainu. Sabo qui aurait éveillé son fruit du démon. Un éveil qui, sous la volonté de Sabo, évoluera vers des sommets encore plus chauds. Des flammes bleues, les flammes les plus chaudes, capables d'incinérer la lave elle-même. Ainsi, Luffy pourra reprendre son combat contre Imu. Mais Imu est Uranus, et il est sûr qu'elle fera usage de l'arme afin de détruire tout le monde. Le Gorosei étant immortel, il survivrait.
Ainsi, Uranus tirera sur le champ de bataille. Une pluie de lasers sera sur le point de tout raser. Mais ce n'est sans compter sur l'intervention d'un personnage. Un personnage qui a toute sa place dans cette guerre, de par le fait qu'il est porteur du dé. Un personnage qui aura accepté sa défaite face à Luffy, car ce ne serait que son destin. Un personnage qui voudra également faire chuter le gouvernement mondial. Un personnage nommé Marshall D. Teach. Teach fera usage de son fruit des ténèbres, un fruit qui absorbe tout et qui tentera d'encaisser et absorber l'attaque d'Imu. Par cette action, il perdra la vie, détruit par la puissance de l'arme, se désintégrant dans un dernier sourire. Mais grâce à cela, il permettra qu'aucune autre vie ne soit prise et que l'alliance menée par Luffy puisse gagner face au gouvernement mondial et surtout face à Imu. Et à ce moment-là, lorsqu'Imu sera vaincu, nous découvrirons enfin le vrai visage de ce dernier. Celui d'une enfant à 3 yeux, le portrait craché de Vivi plus jeune. Et alors, à son réveil, Imu aura alors disparu. Et Mimi sortira enfin d'un sommeil qui aura duré 800 ans. Elle serait redevenue celle qu'elle fut pile au moment où elle perdit la tête et où Imu, son alter ego, prit sa place. Celle qu'elle a été il y a 800 ans, une enfant pure. Et c'est ainsi que finirait la guerre finale de One Piece. Mais pour autant, l'histoire en elle-même ne serait pas finie. Il y aurait l'après-guerre. L'après-guerre. Le gouvernement mondial tombé, les royaumes vainqueurs établiront un nouveau monde. Un nouveau gouvernement, juste, équitable, bon, où personne ne sera au-dessus des autres, et où les gens seront enfin libres et heureux. Un nouveau gouvernement dirigé par les rois des royaumes qui auront permis cette victoire. Vivi, Elisabello, Dalton, Shirahoshi, Rebecca, Sabo. Et ainsi, les ambitions de l'ancien royaume pourront alors être, à l'aide des armes antiques, réalisées. Et le monde entier deviendra accessible à tous, tel que c'était prévu par Joy Boy. Enfin, Luffy pourra également tenir la promesse que ce dernier avait faite aux hommes poissons. La destruction de l'île des hommes poissons est la promesse de Joy Boy. Durant l'arc de l'île des hommes poissons, Oda nous révèle pour la première fois le nom de Joy Boy à travers une lettre d'excuse qu'il a laissée aux hommes poissons dans un poneglyphe. Cette lettre est le résultat d'une promesse qu'il leur a faite, mais dont il n'a pas pu tenir de son vivant. Mais il est également dit que quelqu'un viendra réaliser cette promesse, révélant ainsi l'utilité de Noah. Cette prophétie, transmise de génération en génération, n'est pas sans rappeler celle d'Oden sur celui qui viendra libérer Wano. Et on sait que cette personne c'était Joy Boy, et donc Luffy. Il est donc clair que la promesse de Joy Boy est de faire remonter à la surface les hommes poissons grâce au Noah, tirés par les rois des mers, comme ce fut le cas lorsqu'ils furent appelés par Shirahoshi pour l'arrêter alors qu'il était en train de tomber et d'être détruit par Luffy. Promesse qui ressemble également à ce que Luffy promet à Shirahoshi à la fin de l'arc, et une promesse se respecte jusque dans la mort. Mais pourquoi je vous parle de la promesse de Joy Boy ici? Et quel lien y a-t-il avec la destruction de l'île des hommes poissons? Déjà, d'un point de vue narratif, il est nécessaire que la réalisation de cette promesse ait lieu avant la destruction de l'île. En effet, que cette promesse se fasse après serait un non-sens narratif dans la symbolique qu'elle porte. De plus, dans le schéma de l'île des hommes poissons, on présente d'abord Luffy comme le destructeur de l'île, ce qui a dans un premier temps causé une rancœur envers lui, avant qu'il ne devienne le libérateur. Quel serait donc l'intérêt que la destruction se fasse avant? À part totalement détruire les liens, la confiance et le statut que Luffy a construit avec les hommes poissons, il n'y en a aucun. C'est donc nécessaire que la promesse se déroule avant. Ainsi, Luffy, revenant sur l'île des hommes poissons, annoncerait qu'il est là pour respecter la promesse de Joy Boy, les faire remonter à la surface grâce au Noah, et qu'ils puissent enfin faire partie intégrante du monde et non d'en être à l'écart. La symbolique serait forte. L'ancien gouvernement tombé, les discriminations ayant disparu, les hommes poissons peuvent donc vivre librement, sans peur, à la surface. Ainsi, Luffy les conduira sur une île trouvée, ou totalement créée grâce à son fruit du démon, ou les armes antiques. Une île à la surface, qui correspondra parfaitement à la diversité des hommes poissons. Une île accessible et hybride, permettant de vivre dans l'eau et sur terre, à la lumière du soleil et à l'ombre des arbres. La représentation de cet espoir tant désiré par Shirahoshi. Mais qu'en est-il de la destruction de l'île? L'île est placée à l'écart du monde, très difficilement atteignable, ce qui a causé de fait que les hommes les rabaissent, les méprisent, les discriminent par peur de leurs différences et parce qu'ils ne font pas partie de leur monde. Elle représente donc leur exclusion et est la cause de leur souffrance, symbolisant tout le malheur que les hommes poissons ont subi en conséquence. Ainsi, durant l'arc des hommes poissons, tout a déjà été insinué sur la façon et surtout pourquoi Luffy finirait par causer la destruction de l'île.
En effet, souvenez-vous, avant que Luffy ne soit le libérateur, les hommes poissons assistent impuissants à la lapidation de Neptune et ses fils. Et ils voient également Odi, la représentation de leur rancune, bafouer et piétiner la volonté d'Otohime de faire vivre les hommes poissons en communion avec les humains. Qu'ont-ils dit à ce moment-là? Qu'ont-ils demandé à Luffy de leur propre bouche? Qu'ont-ils souhaité par l'impulsion de la nouvelle génération, celle qui n'a pas encore eu le cœur rempli de haine? Et oui, ils ont eux-mêmes demandé la destruction de l'île des mains de Luffy. Et c'est comme ça que Luffy, venant respecter la promesse de Joy Boy, se verra demander par les hommes poissons eux-mêmes que la source de la haine et des centaines d'années d'exclusion, leur île, soit détruite de ses mains. Le tout acclamé, mêlant cris de joie et de tristesse, adieu et renouveau. Ce qui conclura enfin l'établissement du nouveau monde. Et ainsi, Luffy, ayant tenu les promesses de Joy Boy, ayant libéré le monde du gouvernement mondial, ayant aidé à refaçonner le monde et à le rendre plus libre, pourra voyager et passer par toutes les îles que comportera ce nouveau monde. Le livre se referme. Et c'est ainsi qu'après plusieurs ellipses, où nous verrons l'évolution des personnages importants de ce monde, les combats entre Luffy et Koby ayant alors 40 ans passés, et une fois que tous les Mugiwara se seront alors à tour de rôle éteints, le livre se refermera. Et nous découvrirons enfin le narrateur, qui tout comme Vyasa Krishna, celui qui raconte l'histoire de la guerre de Mahabharata, une des inspirations principales d'Oda pour One Piece, qui est découvert à la fin lorsqu'il raconte l'histoire à Ganesh, le dieu à tête d'éléphant. Krishna veut dire peau sombre, et il y a bel et bien un personnage à la peau sombre, qui a été vu écrivant les informations qu'on lui donnait, Usopp. Usopp serait ainsi le narrateur et conterait les histoires de Luffy, devenu alors un mythe, une légende inconnue, mise sous silence dans le monde de One Piece. À qui veut bien l'entendre? Une histoire écrite dans un livre qu'il aurait nommé Romance Dawn. Et finalement, Usopp finirait lui aussi sa course dans un dernier souvenir, celui du rêve ultime de Luffy. Luffy, ayant voyagé sur toutes les îles du monde, aurait livré un colis sur chacune d'entre elles, un colis très spécial. Finalement, il en sera enfin le plus grand manqué que la Terre ait connu, unissant de cette manière tous les peuples de la Terre. Ainsi, il réalisera grâce au One Piece, grâce au saké de Binks, son rêve ultime, trinquer avec le monde entier. Et dans une dernière double page, Luffy propagera son haki royal à travers le monde, et il leur criera ainsi « J'ai trouvé le One Piece !»